votre conclusion, elle m'est très utile pour commencer ma petite intervention, parce que, en fait, ce que vous avez évoqué à la fin, cette histoire de est-ce qu'on va s'acheminer vers une géopolitique de l'énergie qui se recentralise ou qui se décentralise, et c'est tout le débat qu'on a actuellement, effectivement, dans la filière hydrogène. Alors, pour pouvoir l'illustrer, je vous propose donc de nous focaliser sur deux choses. Une petite vision un peu générale, certes, mais nous focaliser surtout sur le débat France-Allemagne, parce que le débat France-Allemagne, c'est justement le cas d'école actuellement de deux entités voisines, collaboratrices, etc., coopérantes plutôt que collaboratrices, c'est mieux, qui aujourd'hui sont engagées dans deux directions complètement opposées. La France qui cherche à recentraliser sa production d'énergie, à s'autonomiser donc, et l'Allemagne qui cherche au contraire à la décentraliser et donc à faire un petit peu comme ce qui est déjà fait avec le pétrole ou le gaz. Vous allez voir tout de suite. Alors, sans plus tarder, je vous propose de partager voilà, mon écran. Et du coup, il y a plein d'éléments sur lesquels je ne vais pas complètement revenir puisque Cédric a été très performant là-dessus. Donc, typiquement, le point de départ, c'est effectivement que l'hydrogène vert peut théoriquement, et le théoriquement est extrêmement important bien sûr, se développer partout. Donc, à partir de ce point de vue-là, va se poser la question de savoir, est-ce que parce que ça se développe partout, eh bien finalement, on va pouvoir avoir de l'hydrogène, des renouvelables, etc., à peu près partout, et tout ira bien, et on aura une géopolitique de l'hydrogène et de l'énergie qui sera donc non pas centralisée à l'échelle mondiale, mais centralisée sur chacun des différents pays ou des différentes régions. Ou alors, est-ce qu'au contraire, eh bien, tout simplement, les hydrogéniers de demain sont les pétroliers, les gaziers d'aujourd'hui, donc vont organiser une géopolitique de l'hydrogène, une géoéconomie de l'hydrogène qui va être sensiblement similaire à celle qu'on connaît aujourd'hui sur le pétrole ou le gaz. Et donc, du coup, tout dépend de savoir si on a deux grandes structures d'extraction, non maintenant de production tout simplement, d'hydrogène qui devraient être acheminées un peu partout dans le monde, un petit peu comme une pieuvre, si vous voulez, ou alors est-ce que chacun va faire son petit hydrogène, sa petite énergie renouvelable dans son coin? C'est vraiment le grand débat. En tout cas, si aujourd'hui je devais vous donner un ordre de grandeur à retenir pour comprendre à quel degré, comme le disait très bien Cédric, l'hydrogène est aujourd'hui sale, c'est qu'aujourd'hui, avec 96% de sa production issue de vaporeformage, eh bien, l'hydrogène, comme vous le voyez, pour en produire 1 kg, aujourd'hui, on émet à peu près 9 kg de CO2. C'est mieux qu'il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, c'était plutôt aux alentours de 11, 12 kg de CO2. Mais bon, il n'empêche que ça reste particulièrement important, évidemment, en termes de pollution. Donc, en fait, le premier enjeu de l'hydrogène, c'est d'abord et avant tout la décarbonation de la synthèse, donc de la production d'hydrogène. Tant que le secteur de l'hydrogène ne sera pas décarboné lui-même, il ne pourra pas prétendre décarboner le reste. Mais on y vient, effectivement. Alors, pour comprendre comment on y vient, je vous propose de faire juste un petit détail rapide des différentes couleurs de l'hydrogène, parce que ça, pour le coup, on le voit à peu près partout. C'est à peu près mélangé dans tous les sens. On part dans tous les sens sur les couleurs de l'hydrogène. Et vous, effectivement, en tant que journaliste, du coup, vous avez, je pense, une bonne responsabilité là-dessus en termes de pédagogie. Donc, les couleurs de l'hydrogène, vous les voyez là. Les couleurs principales, dirons-nous, ça va être hydrogène gris, hydrogène bleu, hydrogène vert. Mais si on rentre dans le détail, donc vous avez 8 grandes couleurs de l'hydrogène. L'hydrogène noir à partir de houille, le marron à partir de lignite. Donc là, on est sur deux types de charbon, bien sûr, avec une concentration en carbone plus ou moins importante. L'hydrogène gris, c'est principalement donc du méthane, mais on peut aussi utiliser ça pour parler de l'hydrogène qui est produit à base de pétrole, mais c'est plus rare, comme Cédric l'a très bien dit. Et en fait, l'idée de l'hydrogène bleu, c'est vous avez tous ces hydrogènes-là, noir, marron, gris, et vous allez adjoindre à votre unité de production d'hydrogène un séquestrateur de carbone, donc c'est-à-dire un outil, mais qui n'est pas un petit outil, genre un petit filtre en liège. Hein. C'est évidemment une grosse infrastructure qui est coûteuse et qui est importante à construire, qui va permettre effectivement donc de retirer 80, 85, peut-être 90% du carbone qui serait normalement émis dans le processus de production d'hydrogène. Mais ça ne retire évidemment pas le carbone qui a été nécessaire dans le processus de production du méthane, du pétrole ou des charbons qui viennent avant. Donc, ce n'est qu'une partie de la décarbonation possible. Donc ça, c'était pour ce qui était de l'hydrogène à partir de fossiles. Ensuite, pour les autres, vous avez de l'hydrogène turquoise,
quelque chose qui émerge beaucoup. Et là, pour le coup, c'est encore du méthane, donc c'est du fossile aussi, mais le méthane va être pyrolysé. Dans ce cas-là, il ne va pas être vaporeux formé, donc il va former un carbone qui va être solide. Et ce carbone solide, vous allez pouvoir en faire plus ou moins ce que vous voulez derrière. Le carbone ne va pas être émis dans l'atmosphère comme dans du vaporeformage et donc contribuer au gaz à effet de serre. C'est pour ça que c'est une solution qui intéresse pas mal de monde aujourd'hui. Ensuite, vous avez l'hydrogène vert, donc électrolyse de l'eau à partir d'ENR, tous les types d'ENR que vous pouvez imaginer, à partir de biomasse aussi. Là, pour le coup, on va faire simple, même s'il y a différents types d'hydrogène vert, évidemment, en fonction des degrés de carbone qui sont nécessaires en fonction des différents types de technologies. Mais au global, on est quand même sur bien moins, évidemment, de carbone que de l'hydrogène bleu, et vous comprenez l'idée de l'électrolyse. L'hydrogène rose, ça aussi, c'est émergent, c'est l'hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau à partir du nucléaire. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur des énergies renouvelables, mais on est sur des énergies qui restent bas carbone, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et le dernier point, la huitième, c'est l'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène naturel, qu'on connaît de mieux en mieux, mais pour lequel il n'y a pas aujourd'hui du tout de schéma de chaîne de valeur d'approvisionnement de grande taille. Si vous voulez que je rentre dans le détail de ça dans les questions, surtout n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Il y a une appellation sur laquelle je vous mets tous en garde, chers amis journalistes, du coup, c'est l'hydrogène jaune, parce que c'est une appellation qui a été rendue confuse ces dernières années. Moi-même, je l'ai beaucoup utilisée et depuis quelques mois, j'arrête complètement parce que c'est juste impossible. C'est-à-dire que derrière hydrogène jaune, certains vont parler d'hydrogène à base de nucléaire, certains vont parler d'hydrogène à partir uniquement de panneaux solaires ou photovoltaïques, certains vont parler d'hydrogène qui va être produit directement à partir du réseau électrique d'un pays, sans faire la moindre distinction. Et puis l'hydrogène jaune a même été déposé l'année dernière par une société de chimie néerlandaise. Donc de fait, ça peut même peut-être devenir une marque dans quelques mois. Donc fondamentalement, l'hydrogène jaune, moi à titre personnel, j'arrête de l'utiliser parce que c'est juste complètement confus et l'idée c'est justement de donner de la clarté aux gens, quoi. Donc du coup, évidemment, on parle beaucoup d'hydrogène pour plein de raisons en ce moment, mais ce qui fait qu'en France, on a beaucoup parlé d'hydrogène depuis septembre, c'est évidemment d'une part la publication de la stratégie nationale hydrogène première du nom, en tant que telle en tout cas, et le deuxième truc, c'était évidemment la présentation par Airbus de cette histoire d'avion à hydrogène qui n'a rien de fantasmagorique, hein, qui est tout à fait réalisable, mais encore une fois, à quel coût? À quel coût à la fois environnemental et quel coût évidemment économique et politique? Donc évidemment, on a beaucoup parlé à cause de ça, et puis vous allez certainement de plus en plus en entendre parler à cause de beaucoup d'effets d'entraînement médiatique, comme par exemple des débats autour du passage à l'hydrogène du Paris-Dakar, du passage à l'hydrogène de la Formule 1, du passage à l'hydrogène du secteur maritime, j'en passe des meilleurs. Donc des trucs qui sont assez visibles, qui sont assez grand public, et de fait qui font l'objet de beaucoup de recherches, beaucoup de communiqués, beaucoup de colloques. Tout ça est en train de se développer un peu partout dans le monde, et donc fait que vous allez avoir de plus en plus d'actualité sur le sujet. Bon, le plan hydrogène, qu'est-ce que c'est? Il a été publié donc, le 8 septembre dernier en relativement grande pompe. En fait, il fait suite à un premier plan qui avait été publié le 1er juin 2018 par Nicolas Hulot. À l'époque, Nicolas Hulot avait ramé, et c'est un euphémisme, pour pouvoir obtenir 100 millions d'euros dans le cadre du programme du plan d'investissement d'avenir, parce qu'à Bercy, tout simplement, à l'époque, on ne croyait pas à l'hydrogène, hein, que ce soit au ministère de l'Industrie ou que ce soit côté économie-finance, on ne croyait pas à l'hydrogène du tout. Donc, du coup, il a ramé pour avoir 100 millions d'euros. Et puis, ce qui a beaucoup changé, évidemment, sur les 2 dernières années, c'est un certain nombre de développements technologiques, c'est un certain nombre, évidemment, aussi d'effets d'entraînement purement politiques. Et là, du coup, là où je vais apporter un léger bémol du coup à la présentation de Cédric, c'est tout simplement que d'un point de vue géopolitique, malheureusement, parfois les effets d'entraînement politique, et vous le savez tous, ne sont pas forcément rationnels d'un point de vue économique ou même d'un point de vue environnemental. Et de fait, les effets d'entraînement politique peuvent amener un certain nombre de décideurs à faire des plans, lancer des investissements, etc., même si ce n'est pas forcément hyper rentable ou hyper intelligent sur le papier. Et donc, à partir de là, les effets politiques et la géopolitique de l'hydrogène, elle est soumise à ça. Elle est soumise à un certain nombre d'investissements, de discours, de narratifs qui, de fait, n'ont pas forcément toujours des liens directs, ou en tout cas des causalités directes avec des réalités économiques. Mais bon, ça, vous savez ça très bien. Donc, sur le plan français, c'est 7 milliards d'euros à l'horizon 2030, sur 10 ans,
avec deux tranches, une tranche 2023 de 3,4 milliards et une tranche 24-30 de 3,8 milliards. Les trois objectifs sont les suivants, vous les voyez ici. Le premier objectif, c'est installer 6,5 gigawatts de capacité de production d'hydrogène vert au niveau local, c'est-à-dire en France, sur le territoire français. C'est pas forcément énorme, mais c'est évidemment bien plus que ce qui est produit actuellement. Le deuxième enjeu, c'est d'économiser évidemment des émissions de CO2. Et le troisième enjeu, c'est la création d'emplois. Mais encore une fois, quand on parle de 50 000 à 150 000 emplois, on est quand même du simple au triple. Donc, autant dire qu'on ne se mouille pas beaucoup, hein. Et de fait, donc, ces engagements récents au niveau national, il fait suite aussi à un certain nombre d'engagements au niveau régional. Et là aussi, la dimension politique est importante. La première région en France à avoir publié une stratégie hydrogène à proprement parler, c'était Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Laurent Wauquiez en 2017, avec un grand projet appelé Zero Emission Valley, etc. L'idée, c'est de devenir la Silicon Valley française et peut-être européenne de la réflexion sur les zéro émissions. Et donc, c'est un programme à l'échelle de plusieurs années sur 50 millions d'euros. Puis, on a eu la Normandie, 15 millions d'euros. L'Occitanie, qui est arrivée en force en mai 2019, pareil sur un discours, un narratif similaire à celui d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, c'est évidemment Carole Delga. Et l'idée, c'est là de porter un investissement à 150 millions d'euros, qui est le plus gros annoncé par une région aujourd'hui en France. Mais comme vous le voyez, ça reste des investissements qui sont relativement limités, des engagements limités. Et en 2020, on a eu donc un certain nombre de régions qui ont choisi de publier leur plan hydrogène, là aussi, toujours dans cette logique de dynamique nationale et internationale. Donc le champion français, aujourd'hui, il faut reconnaître tout à fait que c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, c'est la deuxième région la plus peuplée, c'est la deuxième économie du pays. Mais donc, c'est au-delà du fait que ce soit la première région à avoir fait une stratégie nationale, ça s'explique parce qu'aujourd'hui, 80% des jobs, des emplois de la filière hydrogène en France sont en Auvergne-Rhône-Alpes et 70% des investissements pour cette filière sont aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc à partir de là, c'est pas idiot, c'est pas déconnant que l'exécutif régional d'Auvergne-Rhône-Alpes soit plus avancé, dirons-nous, que les autres. Et il y a, au-delà de ces investissements et de ces emplois, une bonne base de développement de ressources d'hydrogène vert possible. Et puis, évidemment, plusieurs écosystèmes. Alors, il y a Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand qui sont les plus gros, mais vous en avez aussi bien à Annecy, à Bourg-en-Bresse, j'en passe et des meilleurs, sur l'ensemble de la région. Donc, pour le coup, Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça, ça s'explique. Mais de fait, les engagements en France ne sont pas aussi importants que ce qu'on peut voir dans d'autres régions ailleurs en Europe. Typiquement, je vous prends un exemple ici aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, on va dire la région, ce n'est pas vraiment une région, c'est plutôt un agglomérat de différentes structures locales. Donc les Nord Pays-Bas ont présenté une stratégie hydrogène à part entière, un plan d'investissement à hauteur de 9 milliards d'euros le 30 octobre dernier, pareil, hein, sur une période de 10 ans. Et de fait, cette région-là, qui, comme vous l'avez compris, donc est un agglomérat de différentes entités locales, de fait, fait que cette partie-là des Pays-Bas, sur laquelle effectivement il y a beaucoup de potentiel et il y a beaucoup de pression, puisque aujourd'hui les Pays-Bas, c'est le pays en Europe qui a la production électrique la plus carbonée. C'est évidemment un producteur de gaz. Bref, tout ça, vous le savez. De fait, les Nord-Pays-Bas, aujourd'hui, cette présentation-là, cette stratégie-là, si on devait la comparer à des États, eh bien, vous voyez qu'au niveau européen, ça placerait les Nord-Pays-Bas comme la troisième entité politique en termes d'engagement financier pour le soutien à l'industrie hydrogène sur ces dernières années. La France se situerait quatrième à ce moment-là. Donc, ce qui explique tout ça, c'est que tout simplement d'un point de vue politique, et là c'est évidemment le fruit de plus d'une quinzaine d'années de lobby de plus en plus fort, et avec des lobbies qui au départ étaient uniquement liés au secteur de l'hydrogène et à quelques-uns qui y croyaient vraiment, puis c'est étendu au secteur du gaz, puis c'est étendu au lobby du solaire, puis c'est étendu au lobby de l'éolien, et tout ça fait que petit à petit, vous avez une convergence d'intérêts et évidemment une pression, notamment à Bruxelles, mais pas que, qui est de plus en plus importante. Et en gros, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, voilà, la matrice que vous voyez là, c'est une matrice qui nous vient du Conseil de l'hydrogène, hein. Donc du coup, le principal lobby industriel à l'échelle mondiale sur le sujet. Et de fait, le discours politique consiste à dire, si on veut remplacer les énergies fossiles,
effectivement, il faut des énergies bas carbone, bon, ça c'est évident, mais dans les énergies bas carbone, quelle est l'énergie ou la source d'énergie ou le vecteur énergétique ou la technologie de transition énergétique qui pourrait être la plus compétitive? Et de fait, il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels l'hydrogène a beaucoup de potentiel à l'horizon 2030, 2040, 2050, donc sur un cycle, deux cycles, voire trois cycles d'investissement, qui rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, en 2020, comme Cédric l'a présenté tout à l'heure, les chiffres et les niveaux de rendement, etc., qu'on voit aujourd'hui, a priori, n'auront rien à voir avec ceux qu'on verra dans un, deux ou trois cycles d'investissement. Et donc, du coup, le grand débat, c'est de dire, pour ces lobbies-là, bien sûr, c'est de dire aux décideurs, voilà, l'hydrogène, pour un certain nombre de secteurs que vous voyez ici en haut à droite, serait la solution la plus compétitive, plus compétitive que, évidemment, les options conventionnelles. Et ça, évidemment, le delta de compétitivité augmentera au fur et à mesure que les décideurs prendront des décisions et des réglementations ou des taxes carbone qui seront défavorables, évidemment, au secteur des fossiles. Mais ce que beaucoup donc disent dans le secteur de l'hydrogène ou dans les secteurs connexes, c'est que l'hydrogène, même si elle n'est pas plus compétitive ou aussi compétitive que les fossiles, c'est peut-être la solution la plus compétitive parmi les solutions bas carbone. Et cette dimension-là, c'est une dimension qui a fait vriller, qui a fait changer d'avis beaucoup de décideurs ces 2-3 dernières années. Et de fait, c'est toute cette coordination, cette conjonction d'éléments de dynamique qui a fait que depuis 3 ans, depuis 2017-2020, vous avez une vraie accélération en termes d'investissement, en termes de colloques, en termes de dialogue, en termes de forums, en termes de lobbying sur la filière, et évidemment euh, une augmentation en termes du nombre et de la magnitude des stratégies pro-hydrogène qui sont portées par un certain nombre de pays dans le monde. En l'occurrence, aujourd'hui, vous avez, au dernier compte que j'ai fait il y a 15 jours, vous avez aujourd'hui 40 pays dans le monde qui soit ont déjà publié une stratégie hydrogène, soit sont en train de préparer leur stratégie hydrogène, soit ont des grands programmes de démonstrateurs hydrogène sans pour autant faire de stratégie. Parce que c'est pareil en France, hein, vous avez vu tout à l'heure, il manquait par exemple la Corse ou le centre Val-de-Loire. Il ne faut pas penser qu'en Corse ou au centre Val-de-Loire, il n'y a pas de filière hydrogène ni d'investissement hydrogène. Il y en a, c'est juste qu'il n'y a pas encore de stratégie à proprement parler au livre blanc. Donc du coup, on a une structuration du discours en France, en Europe et dans le monde qui consiste à dire, voilà, si la puissance publique investit un petit peu d'argent, le plus souvent à parité avec le secteur public, ça permettra de débloquer un certain nombre d'investissements en deuxième phase qui permettront eux-mêmes de débloquer un certain nombre d'investissements en troisième phase. Et donc, c'est ainsi que vous avez tous ces lobbies-là autour de l'hydrogène de manière connexe qui tout simplement vont voir les décideurs en disant, monsieur les décideurs, si vous donnez un petit coup de main maintenant, eh bien de fait, vous allez peut-être devoir redonner un petit coup de main encore en deuxième phase, mais fondamentalement, le coup de main que vous donnez maintenant permettra de débloquer le premier cycle d'investissement pour passer à l'échelle, c'est-à-dire sortir du laboratoire et faire un démonstrateur qui puisse montrer, aussi bien aux financiers qu'aux décideurs, etc., qu'il y a une viabilité technique, une viabilité technico-commerciale peut-être, dans telle ou telle ou telle solution autour de l'hydrogène, de l'ammoniac ou encore des LOHC ou de l'hydrogène liquide. Donc, l'idée, le grand discours, le grand message, c'est we have to unlock. C'est débloquer, débloquer, débloquer les potentiels. C'est vraiment ça, le fond du discours, le fond du narratif qui est porté par le secteur. Et même si on en parle beaucoup en Europe, là où ça marche le plus, c'est en Asie. C'est au Japon, en Corée du Sud, en Chine, mais vous pouvez aller aussi au Vietnam, vous pouvez aller en Indonésie, vous pouvez aller en Malaisie, vous pouvez aller à Singapour, bref, en Asie en général. Pour le coup, l'investissement public sur l'hydrogène, c'est celui qui est le plus fort en euros par habitant depuis maintenant 3 ans, tout simplement dans cette logique donc de unlocking, unlocking, unlocking. Donc, même si on en parle beaucoup dans l'Union européenne, de fait, il y en a d'autres qui investissent plus. Et de fait, parmi ceux qui investissent le plus, le Japon est le pays qui a été le premier à véritablement déposer une vision, proposer une vision qui soit géopolitique au sens mondialisé du terme. C'est-à-dire que le Japon a été le premier pays, non pas à faire une stratégie hydrogène, mais le Japon a été le premier pays à bâtir sa stratégie hydrogène sur la base
de logique d'importation maritime massive, similaire à ce qu'on connaît donc sur le pétrole ou le gaz. De fait, au départ, cette vision, elle était basée sur deux programmes. Un premier programme avec l'Australie, avec la région du Victoria, et un deuxième programme avec le Brunei Darussalam. Et le programme avec l'Australie, c'était un programme qui était axé autour du LH2, donc c'est-à-dire de l'hydrogène liquide. Et le programme avec Brunei, c'est un programme qui est axé autour des LEHC, donc c'est-à-dire des liquides organiques qui permettent tout simplement de faire le connecteur entre le producteur d'hydrogène d'un côté et le consommateur d'hydrogène de l'autre. Et puis la troisième grande technologie de l'ammoniac qu'on a évoquée tout à l'heure, je ne l'oublie pas, mais là, c'est avec l'Arabie Saoudite que le Japon a développé son programme expérimental. Donc, le Japon aujourd'hui est le premier pays au monde à avoir un programme expérimental sur les trois grandes technologies potentielles donc de vecteurs énergétiques à base d'hydrogène. Je vous rappelle, hein, hydrogène liquide avec l'Australie, ammoniac avec l'Arabie Saoudite et LEHC avec Brunei Darussalam. Et nous, alors, on en est où dans tout ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous fais toutes ces petites introductions. Eh bien, parce que, comme je vous ai dit, dans ce débat pour savoir est-ce que l'hydrogène pourrait être centralisé à la manière du pétrole, du gaz ou être complètement décentralisé, de fait, le cas franco-allemand est absolument parfait. Pourquoi? On a donc deux pays, deux puissances industrielles, leaders industriels et politiques et économiques, évidemment, dans leur sphère continentale. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les deux pays ont choisi d'investir, là, sur la stratégie proposée en Allemagne au mois de juin dernier et sur la stratégie française, donc proposée au mois de septembre dernier, les deux pays ont choisi d'investir à peu près le même montant, le même ordre de grandeur, 7 milliards d'euros sur 10 ans pour faire ce qu'on appelle le market rollout. Donc, c'est tout simplement pour permettre au marché de l'hydrogène de se développer à une certaine échelle. Et d'un côté français, il a été choisi d'investir 0 euros, 0 centimes sur ce qu'on appelle les partenariats internationaux, donc les programmes bilatéraux, multilatéraux, qui permettraient éventuellement à la France de sécuriser ou de bâtir en tout cas des chaînes d'approvisionnement venant de l'étranger. Alors que côté allemand, et c'est ça qui fait donc la différence entre les 7 milliards français et les 9 milliards allemands, il y a 2 milliards qui sont dédiés à ces partenariats internationaux, donc c'est-à-dire 2 milliards qui ont vocation à être investis non pas en Allemagne, mais à l'étranger directement, pour faciliter le déploiement du marché en Allemagne. Donc deux logiques ici complètement différentes. Et au niveau de la production, de la capacité de production d'hydrogène local, c'est intéressant de voir que les ordres de grandeur ne sont pas tout à fait les mêmes et ne sont pas très loin non plus. C'est-à-dire que l'objectif français comme allemand en 2030, c'est donc, comme vous le voyez, d'avoir une capacité de production d'hydrogène local de 6 gigawatts et demi pour la France et de 5 gigawatts pour l'Allemagne. De fait, dans la stratégie française, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'explication de comment ces 6 gigawatts et demi en France se transféreraient dans le marché. En Allemagne, ils ont fait l'effort. Et en Allemagne, pour le coup, l'idée, c'est que cette capacité de 5 gigawatts soit capable donc de produire l'équivalent de 14 TWh d'hydrogène. Je vois qu'il y a un message dans le chat, donc je vais aller le lire pour voir si c'est pour moi. C'est une première question, très bien. Oui, disant que l'Allemagne, la première différence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est un pays de chimistes. On peut revenir dessus après avec plaisir, ouais. Ça, c'est une remarque intéressante. Alors, du coup, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va être important, c'est de fait donc, que dans la stratégie française, on dit clairement la supply, donc c'est-à-dire l'approvisionnement, il est 100% domestique. Côté allemand, on assume dans la stratégie le fait que si la demande en termes d'équivalence électrique à l'horizon 2030, elle est entre 90 et 110 TWh, et que sur le territoire national, on ne peut produire que l'équivalent on peut n'avoir qu'une capacité de production d'hydrogène vert que de 5 gigawatts, et bien à ce moment-là, on ne coupera pas au fait d'importer de l'hydrogène d'ailleurs, quel que soit le format. Hydrogène liquide, LEHC, ammoniac, on s'en fiche. Et donc, du coup, dans la stratégie allemande, il est clairement énoncé le fait qu'une majorité de l'approvisionnement de l'hydrogène dès 2030 viendra de l'étranger. Donc, c'est ça qui justifie les 2 milliards supplémentaires. Toute cette dimension-là, elle est
c'est pas on ne peut même pas forcément en débattre dans la stratégie française, elle est juste inexistante. Donc on ne sait pas dans la stratégie française ce qu'on pense ou ce qu'il faut penser. Donc on a deux leaders de l'hydrogène, évidemment, deux leaders qui se pensent égaux, ou plutôt je devrais dire les Français se pensent égaux des Allemands, sauf qu'en réalité, comme vous allez voir, ce n'est pas vraiment le cas. Et les deux stratégies sont largement divergentes sur plein d'aspects, pas juste sur cette dimension internationale qui est le troisième point que vous voyez ici. Les 5 points majeurs de la divergence franco-allemande, c'est tout simplement qu'au niveau allemand et français, on a déjà deux bases de ressources d'hydrogène qui sont différentes. D'un côté allemand, on va se focaliser sur les énergies renouvelables et on va prendre aussi de l'hydrogène bleu, donc de l'hydrogène qui est issu d'énergies fossiles, comme vous l'avez compris. Et puis, côté français, on va être sur des énergies renouvelables massivement et pourquoi pas aussi de l'hydrogène rose, donc de l'hydrogène fait à partir de nucléaire. Les Allemands refusent complètement l'hydrogène rose. Les Français, Bruno Le Maire là-dessus, il a été un petit peu évasif depuis le mois de septembre dans ses différentes déclarations. Il dit que ça ne l'intéresse pas du tout l'hydrogène bleu, il faut faire de l'hydrogène vert ou du nucléaire, mais qu'il ne s'opposerait pas à l'Allemagne si l'Allemagne allait dans cette direction. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une divergence d'approche sur la question des alliances internationales. La France n'a bâti à ce stade aucune alliance internationale en termes de production d'hydrogène. Elle a bâti des alliances en termes de travaux de recherche, par exemple, sur des usages, sur des applications ou sur des technologies intermédiaires, par exemple des piles à combustible ou des électrolyseurs, mais pas au niveau de la production en elle-même. Alors qu'en Allemagne, on a des partenariats avec plusieurs pays dans le monde, comme vous allez le voir, pour justement tirer le meilleur parti de ces pays dans le monde qui pourraient produire de l'hydrogène vert à moindre coût que sur le sol européen. Donc ici, la logique, c'est juste, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans une logique d'autonomisation? Est-ce qu'on utilise l'hydrogène pour finalement essayer de se départir de notre dépendance à l'étranger vis-à-vis de nos approvisionnements énergétiques ou pas? Est-ce qu'on remplace tout simplement la dépendance pétro-gazière existante par une dépendance hydrogène? Voilà. Ça, en France, on est dans la première solution. En Allemagne, dans la deuxième. Et donc, c'est ce que vous voyez dans le troisième point. En France, on va parler de hubs locaux, donc d'où l'importance des plans régionaux. Et de l'autre côté, en Allemagne, on est sur donc des supply chains internationales. Quatrième point, c'est qu'en France et en Allemagne, de fait, vous avez une compétition assez importante avec des fleurons de taille relativement similaire, fleurons industriels bien sûr, hein, et des startups et des ETI de taille relativement similaire des deux côtés qui travaillent sur les mêmes technologies. Et de fait, on peut tout à fait envisager des logiques de fusion à terme, de concentration du secteur à terme. Mais de fait, en tout cas, pour l'instant, on est dans une compétition qui est directe. Et le cinquième point, c'est que l'Allemagne, en fait, c'est déjà le centre de gravité de l'hydrogène en Europe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Green Pink ou Green Blue? Ça, c'était vraiment le premier sujet. Et donc, du coup, quand Bruno Le Maire nous dit au mois de septembre, 2 jours après avoir publié sa stratégie, je vais aller parler aux Allemands, je me rends à Berlin, nous allons faire les projets franco-allemands, on va les accélérer, etc. Les Allemands, évidemment, disent pas non, mais est-ce que c'est vraiment dans la logique des Allemands, vu les divergences que je viens d'évoquer, de tout simplement faire un partenariat qui soit bloquant avec les Français? La réponse est non. Ici, on a plutôt la France qui essaye de se rattacher à la locomotive allemande en essayant de sauver la face, comme diraient les Chinois, plutôt qu'une vraie dynamique d'égal à égal entre deux partenaires similaires. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on analyse froidement le marché, que ce soit sur les applications de mobilité ou que ce soit sur les applications fixes, stationnaires, de fait, aujourd'hui, au niveau du développement de marché, sur les applications de mobilité, la France et l'Allemagne sont relativement au même niveau, mais en termes de développement industriel, donc c'est-à-dire non pas forcément sur ce qui est disponible comme offre pour les consommateurs lambda, mais sur la réalité de ce que les différentes industries peuvent produire et leur avancement technologique, eh bien de fait, l'Allemagne est bien devant nous en termes d'applications mobilité, comme en termes d'applications stationnaires. Et sur les applications stationnaires, c'est même un petit peu plus encore à la faveur de l'Allemagne, puisqu'ils ont déjà un marché qui est plus développé que le nôtre en matière donc, de fourniture, en matière d'offres vis-à-vis donc de leur territoire national. Donc fondamentalement, l'Allemagne est dans le quartet ou le quintet de tête dans le monde, alors que nous sommes dans, non pas le ventre mou, hein, mais nous sommes en deuxième division pour l'instant.
Sur le marché de la mobilité, de fait, les Allemands avaient déjà un certain nombre d'infrastructures, bien avant les nôtres, et de fait, un réseau qui est déjà beaucoup plus dense. Aujourd'hui, les réseaux les plus denses d'hydrogène en Europe, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. Jusque-là, pas de problème. Mais donc, ce qui fait la grande différence entre eux et nous, encore une fois, c'est au-delà de tous ces enjeux que je viens d'évoquer d'un point de vue de la vision politique, c'est aussi la géographie. C'est-à-dire que l'Allemagne s'est positionnée depuis maintenant presque 10 ans, donc ce n'est pas non plus une stratégie qui est arrivée là depuis 2-3 ans. Hein. L'Allemagne s'est positionnée comme un connecteur entre les différentes régions d'Europe qui ont vocation à développer des projets hydrogène. Donc là, je vous donne juste quelques exemples, mais pour le coup, il y en a plein d'autres. Là, on est sur la région de la mer du Nord. Sur la mer du Nord, dans des programmes comme par exemple Interreg, vous avez plusieurs projets. Il y a le projet HyTrek 2, mais il y en a plusieurs autres qui donc sont des projets qui ont vocation donc à créer des hubs énergétiques autour de l'hydrogène et, vous l'avez compris, autour des énergies renouvelables, donc notamment autour de l'éolien offshore sur cette zone de la mer du Nord, avec le Danemark, avec la Norvège, avec les Pays-Bas, et puis même avec le Royaume-Uni et l'Écosse aussi. Donc ça, c'est une première région. Le Nord-Ouest, c'est couvert. Ensuite, vous allez avoir l'Europe centrale. Sur l'Europe centrale, il y a là aussi plusieurs projets, dont notamment Silver Frog, qui se veulent être des projets là aussi structurants, avec à chaque fois des dimensions production et des dimensions aussi application. Et de fait, au-delà sur l'Europe centrale, au-delà de Silver Frog, donc vous avez plusieurs autres projets. Je vais peut-être le passer maintenant, ce sera encore plus cohérent, comme par exemple le projet proposé par Hydrogène Europe que Cédric, il me semble, a évoqué tout à l'heure, de corridor Scandinavie-Méditerranée pour structurer un axe nord-sud du transport lourd, donc on est sur les poids lourds ici, hein, les routiers, en Europe, où là encore, l'Allemagne se positionne comme un connecteur nord-sud, avec aujourd'hui les plus grosses capacités, évidemment, de soutien du développement d'un réseau pour le secteur du transport routier. De fait, voilà, maintenant je vais passer à la partie orientale de l'Europe. Là aussi, il y a plein de projets différents. Il y en a avec la Grèce, il y en a avec la Macédoine, il y en a avec les Pays-Baltes et la Pologne, qui voient aussi, là pour le coup, la Pologne voit bien l'hydrogène comme une capacité de décarboner son secteur massif du charbon tout en continuant à faire du charbon, vous l'avez compris. Hein. Bon, et il y a ce projet Blue Danube qui est très intéressant aussi, où là pour le coup, l'idée, c'est d'aller produire de l'hydrogène au niveau de la mer Noire avec des éoliennes et avec du solaire, des panneaux solaires et photovoltaïques, et de ramener jusqu'en Autriche et en Allemagne cet hydrogène par des barges fluviales, donc avec de l'hydrogène liquéfié ou avec de l'ammoniac, peu importe, pour tout simplement donc bâtir un gros corridor de développement, là aussi, vers l'Est. Et de fait, là, c'est un projet dans lequel vous avez des pays européens, bien sûr, au sens de membres de l'Union européenne, et d'autres qui n'en sont pas, comme par exemple la Serbie, la Bosnie-Herzégovine ou encore la Moldavie. Donc fondamentalement, ici, on est dans des projets qui sont structurants à l'échelle de l'Europe, qui font partie des politiques de voisinage, des programmes Interreg, j'en passe et des meilleurs, et qui donc dépassent le seul cadre germano-allemand, quoi. Et puis, il y a d'autres projets qui sont très intéressants aussi, dans le sens où ce sont des projets là, donc on a couvert l'Europe de l'Ouest, on a couvert l'Europe du Nord, on a couvert l'Europe de l'Est. Là, il y a des projets européens au sud-ouest, donc sur la péninsule ibérique, qui, là, pour le coup, encore une fois, ont tendance à se faire saute-mouton avec la France. Les deux grands projets structurants, l'un portugais, l'autre espagnol, ça s'appelle Green Spider pour les Italiens, pour les Espagnols, et Green Flamingo pour les Portugais. Et là, l'idée, c'est encore une fois donc de bâtir des réseaux qui permettraient de produire de l'hydrogène massivement avec des éoliennes, mais surtout avec des panneaux solaires, donc sur l'Espagne et le Portugal, qui sont les zones d'Europe où vous avez le plus grand ensoleillement, bien sûr, et de acheminer tout ça vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc là, encore une fois, la France pourrait jouer ce rôle de connecteur, mais ce n'est pas forcément prévu. Et le seul rôle de connecteur
qui est envisagé notamment dans le cadre du programme Green Spider, pas du tout dans le programme Green Flamingo, c'est de potentiellement développer ces fameux pipelines hydrogène que Cédric évoquait tout à l'heure et qui sont vachement poussés par les porteurs de projets français qui travaillent en Espagne pour essayer donc de développer des startups, des ETI ou des plus grosses structures dans le cadre de Green Spider. Donc là, pour le coup, si vous allez voir, ils sont connus, des lobbyistes français qui expliquent qu'il faut faire des pipelines hydrogène pour connecter l'Espagne à l'Allemagne. Dans leur narratif, la France n'est qu'un connecteur et encore une fois, la centralité, le centre de gravité européen, ça reste l'Allemagne. Donc, dans cette géopolitique potentielle des pipelines, tout le monde adore les pipelines dans la géopolitique, à tort ou à raison, mais de fait, donc, dans cette géopolitique potentielle des futurs éventuels pipelines en Europe, vous voyez le nombre de guillemets que je suis en train de mettre, de fait, il y a cette histoire, donc le point névralgique, c'est véritablement la région du nord-ouest de l'Allemagne et des Pays-Bas. Et l'idée, c'est que toutes les autres ressources, qu'elles viennent d'Italie, qu'elles viennent d'Afrique du Nord, qu'elles viennent de la péninsule ibérique, qu'elles viennent des Balkans ou de la Grèce, finissent, ou évidemment d'Europe du Nord ou des pays baltes, finissent évidemment centralisées sur cette région-là européenne. Donc là, encore une fois, c'est juste une illustration du fait que la France n'est pas la centralité envisagée en Europe en matière d'hydrogène et donc d'énergie renouvelable. Mais ça va même encore un petit peu plus loin, dans le sens où la logique d'internationalisation des acheminements de l'hydrogène vers l'Europe a amené l'Allemagne, que ce soit au niveau public ou au niveau tout simplement des investisseurs privés, de développer des structures de dialogue, des structures d'organisation de forums régionaux, etc., dans plein de régions du monde qui sont en fait les régions dans lesquelles les Allemands espèrent développer des capacités de production d'hydrogène vert peu chères, à partir soit d'hydroélectricité, par exemple en Amérique latine, soit à partir de solaire, par exemple au Moyen-Orient ou en Afrique, ou les deux, ainsi que même à partir d'éolien, par exemple en Australie. Bref, à chaque fois, vous allez retrouver des acteurs allemands, publics ou privés, qui vont organiser donc, ces dialogues, ces alliances, ces forums, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, cette dimension projection à l'international, la France, les entreprises françaises le font aussi, mais l'État, pour le coup, lui, le fait extrêmement peu. Donc, du coup, les Allemands ont créé pas mal de choses ces dernières années, et typiquement en 2020, pour vous prendre deux exemples, il y a eu trois exemples. Il y a eu l'Alliance hydrogène pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui là se veut porter avec l'hydrogène, tout simplement relancer le projet Desertec, dont je suis sûr que vous avez entendu parler. Souvenez-vous, Desertec, c'était le projet qui avait émergé en 2004-2005 et qui consistait à dire, voilà, on va prendre le désert du Sahara et on va faire de gigantesques fermes de panneaux solaires photovoltaïques sur le Sahara pour alimenter l'Europe en électricité avec des grands câbles sous-marins, etc. Je suis sûr que vous vous en souvenez tous. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus Desertec ni Desertec 2.0, c'est Desertec 3.0, toujours porté par les acteurs allemands, toujours les mêmes. Allemands, et puis il y en a des Suisses, il y en a des Italiens aussi, mais principalement donc allemands avec des Siemens, avec des ThyssenKrupp, etc. Et l'idée, cette fois-ci, c'est de faire venir toute cette énergie avec de l'hydrogène, tout simplement. Donc, d'utiliser l'hydrogène comme un vecteur maritime, sur lequel j'ai bien compris que Cédric ne croyait pas. Mais les Allemands, eux, y croient. Et pour le coup, donc, développent ça massivement avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Maroc et peut-être avec d'autres à l'avenir. Donc, la MENA Hydrogen Alliance, c'est un exemple. Autre exemple, exactement du même genre, le African Hydrogen Partnership, où vous allez retrouver donc des Allemands porteurs privés, qui vont structurer une partie du dialogue privé, mais aussi public-privé, en Afrique pour essayer donc de développer des routes à hydrogène. Et par route à hydrogène, il faut comprendre des canaux de communication, notamment donc, pour du transport lourd intra-africain, donc là, des routes à proprement parler. Et puis, l'autre point qui intéresse bien plus les Allemands, c'est des routes là, maritimes, depuis les différentes zones africaines que vous voyez là, jusqu'en Europe. On reste encore dans cette logique-là. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Donc ça date de février. Mais le public n'est pas en reste non plus, puisque au niveau public, le gouvernement fédéral allemand développe aussi des projets du même genre sur les dimensions éducation, recherche, diffusion, repérage de talents aussi. Donc avec l'Afrique, mais pas que. Et là, c'est encore un autre exemple avec le programme H2 Atlas Africa qui a été lancé donc, par le gouvernement allemand en janvier dernier.
Donc, si je résume rapidement aujourd'hui, en Allemagne, il y a donc cette logique qui est outward looking, donc une logique de projection à l'international, et donc des partenariats bilatéraux d'approvisionnement futur qui ont déjà été scellés, comme vous le voyez, avec le Chili, c'était le premier en avril 2019, puis les Émirats arabes unis, c'était le dernier, pas plus tard qu'avant-hier. Pour le coup, on ne peut pas faire plus actuel. Australie, Maroc, Canada, Norvège, République démocratique du Congo et Arabie saoudite. Et puis, il y a d'autres programmes qui sont actuellement en discussion et qui donc devraient arriver sur 21 ou en 22 avec la Corée du Sud. Mais là, on n'est pas sur la production, on sera un petit peu comme ce que les Français ont fait avec le Japon en 2004, c'est-à-dire des programmes de coopération, de recherche plutôt technique sur les dimensions intermédiaires ou applicatifs. Mais pour ce qui est de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de la Russie, dont je pense on parlera beaucoup dans les médias évidemment, c'est là pour le coup en négociation sur de la production et donc de l'acheminement d'hydrogène vert ou d'hydrogène bleu dans le cadre de la Russie vers l'Allemagne, ou du Nigeria aussi d'ailleurs. Donc du coup... Miko, est-ce qu'on pourrait, alors c'est absolument passionnant, je vous remercie beaucoup, est-ce qu'on pourrait faire une petite pause slide pour provoquer un petit échange ou est-ce que vous voulez terminer sur une question particulière? D'abord, soit quelques questions des participants, soit faire réagir Cédric, qui, j'en suis sûre, a hâte de réagir à certains. J'étais à 39 minutes, donc il m'en restait 5. Alors, allez-y. Je vais conclure juste sur un... C'est bon, allez-y. Je vais conclure sur un dernier point pour que ça puisse faire réagir Cédric aussi en tant qu'ancien de l'Agence internationale de l'énergie. Je vais aller directement aux questions d'institutions. De fait, au-delà de tout ça, vous avez aussi donc, des institutions qui se sont créées ces 3, 4, 5 dernières années ou des lobbies internationaux, typiquement les sommets ministériels de l'hydrogène-énergie sur lesquels on peut revenir et ou pour lesquels les ministres français ne se rendent pas, en tout cas pas encore. Mais les entreprises françaises, par contre, s'y rendent et représentent du coup l'écosystème. Vous avez des projets, des institutions comme le Conseil de l'hydrogène qui a été créé en 2017 sous l'initiative, sous l'impulsion principale de Air Liquide et qui depuis donc n'a fait que grandir et qui a encore grandi cette semaine puisqu'ils avaient leur sommet mondial cette semaine et où vous avez encore une fois un certain nombre de grandes entreprises dans le monde ou de grands opérateurs comme par exemple le port de Rotterdam, exemple parmi d'autres, qui l'ont rejoint et qui ont donc vocation tous ensemble à travailler à une structuration tout simplement du développement du secteur, que ce soit au niveau donc de la production, au niveau de l'applicatif, au niveau de l'intermédiaire ou au niveau du financement. Donc le sommet annuel se passe à Paris, mais bon, ça c'était le dernier évidemment avant le corona. Et le dernier point, c'est qu'au niveau européen, je vous ai parlé de beaucoup de lobbies qui ont émergé. Je n'ai pas fait le détail juste par manque de temps. Hein, dans mon cours, on le fait très bien. Mais le principal lobby, c'est évidemment Hydrogène Europe que Cédric avait mentionné. Et Hydrogène Europe, tout simplement, le secrétaire général a été français. La présidente du conseil d'administration actuelle est française. Donc là encore, les entreprises françaises sont bien présentes et de fait arrivent à faire passer leurs idées, leurs projets, leur capacité de financement, etc., etc. Et puis en France, vous avez donc France Hydrogène qui se structure depuis plus de 10 ans et qui, de fait, aujourd'hui est en train d'atteindre une taille critique relativement importante et de développer des délégations régionales. Donc, toutes ces institutions-là émergent, ont émergé, existent, fonctionnent. Et puis, au niveau français, il y a un élément que je ne peux pas oublier, évidemment, Dominique, c'est très bien pourquoi, c'est tout simplement la question des Outre-mer. Dans les Outre-mer français, que ce soit à La Réunion, en Guyane ou en Martinique, il y a eu un certain nombre de premières mondiales qui ont été réalisées dans le secteur de l'hydrogène ces 3, 4, 5 dernières années, dont pour le coup, personne n'a parlé ici, hein, mais ce n'est pas très grave. Au moins, au niveau local, ça se sait. Et là, pour le coup, que ce soit sur ces programmes-là qui ont été développés ou qui sont développés actuellement en Nouvelle-Calédonie, sur l'île Grande Glorieuse, en Guadeloupe ou ailleurs, ou pour les futurs projets qui sont actuellement en gestation pour les terres australes antarctiques françaises, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ou pour Tahiti, spécifiquement hein, Tahiti sur la Polynésie française. De fait, ces projets-là ont vocation, là aussi, même en étant relativement modestes en termes de taille, à servir de vitrine locale pour un certain nombre d'entreprises françaises, d'investisseurs français ou même d'universités qui sont parfois impliquées dans ce type de projet-là. Donc, vous l'avez compris, entre la France et l'Allemagne, énormément de différences, énormément de choses à raconter, mais en réalité, peut-être que la plus grande force
entre ces deux pays et du coup, dans ce cas d'étude sur centralisation ou décentralisation du secteur de l'hydrogène et donc de la géopolitique de l'énergie au global sur la deuxième moitié du siècle, c'est tout simplement peut-être de dire que la France et l'Allemagne sont surtout avant tout complémentaires en réalité et ont peut-être vocation à faire des effets de foisonnement, à développer des effets de foisonnement. Voilà, si vous voulez en savoir plus, petite pub, autopromo, mais parce que pour le coup, je n'ai pas beaucoup le temps d'aller plus loin et je suis déjà à 43 minutes, bientôt 44. C'est tout simplement, si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous le 28 avril, puisque du coup, sortira mon livre sur le sujet, Hydrogène, enjeux économiques et géopolitiques, aux presses universitaires de France. Donc là-dessus, vous aurez tout ça dans le détail et avec bien plus encore de chiffres et de perspectives. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Cédric, est-ce que vous voudriez réagir à l'exposé très complet donc de Miko sur Non, non, pas très complet. Non, non, pas très complet. C'est intéressant. Juste quelques petits points. D'abord, j'ai une petite hésitation. Parce que Mika m'a semblé critiquer un peu la position allemande, d'abord en disant ils vont remplacer la dépendance pétrolière par une dépendance à l'hydrogène fabriqué ailleurs. Et donc, ça avait l'air de dire la position française qui vise à une production d'hydrogène domestique et semblait préférable. Et ensuite, c'est un peu le contraire parce que c'est la critique du fait que l'Allemagne tisse des partenariats partout avec l'hydrogène et veut s'approvisionner et prépare son approvisionnement en hydrogène avec l'Arabie saoudite et bien d'autres, et par la France. Donc finalement, je ne sais pas quelle est la critique. Il n'y avait pas de critique. Hein? Il n'y avait pas de critique. Il n'y avait pas du tout de critique, en non, fait, mais tout simplement. Quand on dit on va remplacer une dépendance par une autre, c'est implicitement critique quand même. Oh, ça ne se voulait pas. Non, 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 non. Là-dessus, vous savez, je fais pas de politique. Pour le coup, j'essaie juste de décrire les choses comme elles sont, en tout cas comme elles se développent. Et pour le coup, je suis pas sûr que la stratégie allemande soit forcément plus intéressante que la française parce que effectivement, elle va utiliser de l'hydrogène bleu, qui, à titre personnel, me paraît pas forcément être une solution vers laquelle il faut aller si on veut vraiment décarboner nos usages. Mais fondamentalement, sur la question internationale, par contre, l'Allemagne est beaucoup plus proactive que la France à une échelle publique-privée. Et de fait, ça, pour le coup, ça peut être à souligner. Mais non, non, je ne cherchais pas à distribuer les cartons rouges. Ok. Alors, bon, juste quelques points. Alors, d'abord, je crois que l'Allemagne, il y a eu une annonce qui a été faite sur le Congo et le transport d'hydrogène liquide, mais je crois que l'Allemagne est tout à fait consciente des problèmes pour transporter l'hydrogène liquide. Et je pense qu'il n'y a qu'à voir les écrits de DENA, par exemple, l'ADEME allemande. Ils ont créé une Powerful Alliance. Alors, l'Allemagne est le pays, est un pays très réservé sur l'ammoniac, contrairement au Japon, par exemple, qui est très allant. Et donc, l'Allemagne veut faire des Fischer-Tropsch-Fuel, hein, c'est-à-dire entre les chimistes allemands Haber et Bosch et les chimistes allemands Fischer et Tropsch, ils ont choisi Fischer et Tropsch et ils veulent faire des hydrocarbures de synthèse, y compris pour mettre dans leur voiture. Voilà, ce qui, à mon avis, est aussi douteux. J'ai une slide assez intéressante faite par justement une entreprise allemande qui dit voilà, on va électrifier, on va passer de 20 à 30% d'énergie finale sous forme d'électricité. Donc, il y a encore 70%, il faut décarboner, c'est des liquides, c'est des gaz, donc il faut faire des synthèses. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout qu'on va faire ça. Je crois qu'on va faire 70% d'électricité et le reste sous forme de gaz et de liquide. Donc, c'est très, 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 très différent. Je pourrais montrer d'ailleurs que les Chinois, par exemple, les Chinois, dans leur plan de décarbonation les plus extrêmes, ceux du Centre national des renouvelables en Chine, qui appartient à l'Energy Research Institute, qui est un instrument, un organe officiel. Leur plan, c'est d'aller entre 50 et 60% d'électrification, et ils ont en 2050 4% de l'énergie finale qui est sous forme d'hydrogène. On n'est pas aux 18% du Conseil mondial de l'énergie, etc. Et ça me paraît beaucoup plus réaliste. Voilà. Alors, Mika n'avait pas de
peut-être d'opinion forte sur ce qui se fait en Allemagne, mais quand même, il semblait un peu regretter qu'on n'ait pas autant de stations de refueling d'hydrogène comme on a en Allemagne. Je pense que c'est de l'argent perdu. Donc, moi, je trouve ça très, très bien qu'on ne perde pas énormément d'argent là-dedans. Faisons d'abord les stations de recharge des voitures électriques, parce qu'il y en aura des millions et des millions. Et ne faisons pas des stations de recharge d'hydrogène pour quelques centaines de véhicules. Ça, c'est vraiment de l'argent flanqué par les fenêtres. Voilà, dernier point, je pense qu'il y a 3 pays asiatiques qui effectivement sont en pointe sur l'hydrogène. C'est le Japon, c'est la Chine et c'est la Corée. C'est même plutôt le Japon, la Corée et la Chine. La Chine va produire des électrolyseurs. Je ne sais pas, moi je suis intéressé d'avoir la source du chiffre sur les dépenses pour l'hydrogène, les dépenses publiques pour l'hydrogène par tête de pipe en Chine. La Commission européenne. D'accord, mais j'aimerais bien la voir. Et parce qu'en France, je ne sais pas, j'ai peut-être sûrement mal vu, mais j'ai cru voir moins d'1 euro par Français sur l'hydrogène. Mais s'il y en a un plan à 7 milliards, à ma connaissance, on est 70 millions, pas 700. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait 100 euros par Français sur 10 ans. Ça fait 10 euros par Français par an. Donc, j'ai pas bien compris la slide. Je demande à revoir ça dans le détail. Et les autres pays d'Asie, l'Indonésie, la Malaisie, alors moi je travaille un peu avec eux, j'ai rien vu sur l'hydrogène, hein, mais alors, rien du tout. Bon, mais peut-être que j'ai pas tout vu. BINEF a sorti hier les plans, les pays qui ont des plans et ceux qui en préparent. J'en ai vu une vingtaine, j'en ai pas vu 200, donc on n'est pas encore tout à fait là. Voilà, mais là on est un peu dans le détail. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il y aura il y aura des échanges, pour moi, plus de produits riches en hydrogène que d'hydrogène, et que je pense que ça ne remplacera pas les échanges qu'on a de pétrole et de gaz, parce que ce sera un ordre de grandeur en dessous. Voilà, dans la mesure où avec les renouvelables, on va quand même globalement ce que tu as appelé recentraliser, je dirais plutôt domestiquer ou renationaliser ou relocaliser, disons, c'est ça qui convient le mieux, relocaliser une grande partie de la production d'énergie, parce qu'il y a du soleil et du vent un peu partout, même si ce n'est pas dans les mêmes, si c'est inégal, mais c'est moins inégal que la distribution des ressources fossiles. Alors, est-ce que je réagis ou est-ce qu'on prend Dominique qui lève la main? Je le vois dans les participants. Bien sûr, on va laisser Dominique. On t'écoute, Dominique. Oui, ma question, c'est l'un et l'autre. On parlait des grandes stratégies, donc on parle des gros États. Mika m'a un petit peu lancé sur les problèmes de l'outre-mer, mais je pense que pour la France, c'est quand même quelque chose dont il faut parler. On a quand même plusieurs grandes régions qui sont ultramarines, dans lesquelles on a un gros problème de transport, puisque le transport représente dans ces régions les 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est aujourd'hui le problème qui n'est pas pris en compte, même si le problème… Alors, on n'y a pas d'énergie, bien sûr, pour l'instant. EDF s'est chargé d'y relancer les énergies thermiques bien avant les accords de Paris, et on parle encore en Guyane d'une centrale thermique. Or, ça, il faut absolument, bien sûr, s'y opposer. Donc, simplement, ma question, c'est, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de ces lieux isolés qui représentent dans l'ensemble beaucoup quand même de voitures. Il est clair que la solution électrique ne convient pas en tant que solution, puisqu'on y manque de production électrique. Donc, j'aimerais savoir si l'hydrogène, des cas à part, en tout cas, par rapport à ce que Cédric a évoqué sur les grandes stratégies hydrogène, les grands secteurs à décarboner en priorité, ce qui n'est pas donc à remettre en question, mais en quoi on pourrait imaginer des stratégies hydrogène pour l'ensemble de ces territoires qui sont des territoires indépendants des grosses productions énergétiques.
Dominique, excuse-moi, mais l'hydrogène ne voyage pas facilement. Si tu manques d'électricité, tu ne préconiserais pas quand même de convertir cette électricité en hydrogène pour la mettre ensuite dans des voitures, alors qu'il t'en faudrait comme ça 3 fois plus que si tu la mets directement dans des batteries. Donc, tu ne vas pas utiliser de l'hydrogène local et tu ne vas pas non plus faire venir de l'hydrogène de loin parce que ça va te coûter beaucoup plus cher que de faire venir un combustible fossile. Mais pour l'instant, il y a de la place. On peut y produire, enfin, les régions travaillent toutes sur la production d'hydrogène, ne serait-ce que pour leur production d'électricité et donc pour stocker les fameux intermittents ou les fameux variables qui sont aujourd'hui. Oui, mais si tu n'as pas beaucoup d'électricité, utilise-la de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire avec des voitures à batterie qui vont Sauf si on la développe. Sauf si on la développe. Mais si tu veux faire de l'hydrogène dans ces régions avec de l'électricité, si tu veux faire de l'hydrogène verte, il va te falloir 3 fois plus d'électricité pour faire cet hydrogène que tu n'aurais besoin d'électricité pour faire rouler tes voitures. Donc, ne me dis pas qu'il faut passer par la solution la moins efficace quand tu es en situation de rareté. Ça n'a aucun sens, excuse-moi, ça n'a aucun sens. Donc, du coup, pour ce qui est des Outre-mer, qui est un sujet du coup, que j'ai étudié particulièrement, pour le coup, j'ai traité le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon rapidement, la Polynésie aussi. Il y a des cas qui sont complètement différents, mais le principe de base, c'est pas du tout, et Cédric a complètement raison là-dessus, le cas, c'est pas du tout d'importer de l'hydrogène qui viendrait d'ailleurs. L'idée, c'est de produire localement. Et pour le coup, que ce soit l'innovation qui a été faite, que ce soit la Réunion, mais c'est de petite taille, que ce soit surtout à ce qui a été fait dans l'Ouest guyanais, que ce soit les projets de la SARA, donc la Société de raffinage des Antilles, à la Martinique, pour la Guadeloupe potentiellement, et éventuellement en Guyane, ou que ce soit en Polynésie française, l'idée, c'est de faire du local. La différence entre, ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'idée, c'est de faire du local. La différence entre Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie, etc., est la suivante, c'est qu'en Guyane, ce qui est envisagé, c'est d'utiliser du solaire et de faire ce qu'on appelle ensuite du power to X to power, donc c'est-à-dire de produire de l'électricité, de produire de l'hydrogène, pardon, électrolysé à partir de ces panneaux solaires, de stocker cet hydrogène et de réinjecter l'hydrogène dans le réseau quand les panneaux solaires produisent peu ou produisent pas du tout. Typiquement de la nuit ou typiquement quand il y a peu d'ensoleillement. Donc l'idée de la centrale électrique de l'Ouest guyanais, la CEOG qui est donc actuellement en train d'être développée, c'est ça, c'est tout simplement de pouvoir lisser la production des énergies renouvelables sur une durée plus ou moins longue. Ce n'est pas d'exporter et ce n'est pas non plus d'importer de l'hydrogène. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le cas sur lequel j'ai bossé est relativement, c'est exactement la même chose, mais avec de l'éolien onshore et éolien offshore. Sur le cas Guadeloupe-Martinique, là, c'est encore autre chose. En Guadeloupe, ça va être à partir de la géothermie, notamment à partir de la centrale de Bouillante, et potentiellement sur d'autres zones de la Guadeloupe avec d'autres types de ressources. Mais on est encore une fois sur une alimentation locale. Et pour ce qui est de la Polynésie française et du cas que j'ai évoqué à Tahiti, en particulier, l'idée ici, c'est de développer tout simplement un électrolyseur à partir des ressources d'hydroélectricité sur Tahiti. Et ici, la pluri-insularité joue énormément, puisque sur Tahiti, on parle d'hydroélectricité, mais on ne parle pas d'aller exporter cette hydroélectricité sur Tahiti pour l'emmener sur, je ne sais pas moi, dans les îles, dans les Tuamotu ou dans les Australes. L'idée, c'est d'abord, on fait l'hydroélectricité sur Tahiti et potentiellement, après, derrière, on peut envisager du solaire de petite taille sur les plus petites îles. Et pareil pour les Glorieuses. Sur Grande Glorieuse, c'est la même chose. C'est un solaire local, pas plus. Et pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, par contre, c'est de l'hydrogène qui pourrait être produit évidemment localement. Mais le projet qui a été lancé, ce n'est pas un projet de production d'hydrogène en particulier, c'est un projet de station de refueling, donc station de recharge, qui a été installé le mois dernier. Donc voilà le petit panorama des Outre-mer. Et pour ce qui est de l'Antarctique, pour l'Antarctique, là c'est un petit peu plus simple encore, puisque en Antarctique, vous avez 6 mois de soleil par an. Donc de fait, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir produire de l'hydrogène durant la période d'été, entre guillemets, pour pouvoir alimenter les bases scientifiques durant la période d'hiver. Voilà, je vous la fais très courte, on peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais pour les Outre-mer, voilà un petit peu la situation. Dominique, Miko et Cédric, il y a une question de Christian Guyard.
qui souligne que le débat actuel est surtout porté par des économistes, alors j'imagine au sens large du terme, hein. Vous avez pris soin l'un et l'autre justement de montrer que face aux investissements massifs qui sont faits actuellement, il est nécessaire de rappeler quel est l'hydrogène, les hydrogènes qui sont vraiment verts et les autres. Ça, je dirais qu'une partie de la question à Christian est déjà répondue. Mais si vous voulez répondre de façon plus complète, Nico, allez-y, et puis on demandera ensuite à Cédric. Ok, merci. Alors du coup, je dirais même que non, le débat, il n'est même pas géré par les économistes. Le débat, il est surtout géré par les techniciens aujourd'hui. Il est géré par les techniciens, par les ingénieurs. Et aujourd'hui, ceux qui sont les plus audibles sur la question de l'hydrogène, ça reste des ingénieurs. C'est typiquement des gens comme Jean-Marc Jancovici, qui de fait traitent pas forcément toujours très bien la dimension économique et encore moins la dimension politique, ce qui donc du coup pose un certain nombre de problèmes dans leurs analyses et les rend Et assez pour la souvent dimension environnementale? assez souvent caduques, et sur la dimension environnementale aussi. Donc du coup, d'un côté, on a donc les ingénieurs qui sont très forts, dirons-nous, très audibles, et les économistes qui le sont un petit peu moins. Or, justement, c'est quand on rentre dans la dimension économique qu'on commence à limiter, en tout cas sur le premier cycle d'investissement, hein, d'ici 2030, l'impact potentiel réel de l'hydrogène. Je ne dis pas pour 2040-2050 pour le coup, ça vous verrez ça dans mon bouquin. On ne peut pas du tout utiliser les chiffres d'aujourd'hui pour dire en 2050, ça ne marchera pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'au niveau de la science politique, pour le coup, le cours que j'ai créé à l'ILERI en 2019 sur la géopolitique de l'hydrogène, ça n'existait nulle part ailleurs, ni en France, ni dans le monde. Et à ce moment-là, il n'y avait même pas encore un seul papier académique qui avait été publié sur l'angle géopolitique ou politique de l'hydrogène. Ça, c'est vraiment une sous-discipline qui a émergé vraiment en 2020. Et le premier papier publié dans une revue à comité de lecture, et c'était un petit commentaire de 5 pages sur la géopolitique de l'hydrogène, c'était en février 2020 et le deuxième en juin 2020. Donc, c'est très, très, très récent comme dynamique. Et donc, les politistes sont pas présents, les économistes sont peu présents. Par contre, les ingénieurs, eux, le sont beaucoup et n'ont pas forcément la dimension climat toujours, effectivement, à l'esprit. Esther, le micro, on ne vous entend pas. Cédric, que peut-on répondre de votre côté à Christian Guyard qui s'inquiète de savoir si les préoccupations à long terme pour le développement de l'hydrogène vont bien permettre de faire face à l'urgence climatique ou de pallier l'urgence climatique? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a un mélange, évidemment. Je pense qu'au départ, il y a une préoccupation tout à fait sur l'urgence climatique. Maintenant, elle rencontre évidemment ensuite des intérêts constitués, des entreprises. Et oui. Et donc, fatalement, celles-ci font du lobby pour leurs solutions. Certaines sont tout à fait pertinentes par rapport au climat, d'autres ne le sont pas du tout. Voilà, donc moi qui suis d'abord préoccupé par le climat, j'essaye de dire ce qui me paraît utile et ce qui me paraît inutile, voire néfaste, dans la mesure où quand on dépense de l'argent pour des choses inutiles, on ne le dépense pas pour des choses utiles, donc c'est une perte. Voilà. Quand on prévoit des utilisations non efficaces des renouvelables dans les 30 ans qui viennent, on ralentit la protection vis-à-vis du changement climatique parce qu'on gaspille. Si vous voulez, à terme, on aura des renouvelables tant qu'on en veut et ça ne coûtera pas grand-chose. Et le potentiel est extrêmement vaste. Voilà, il y a un courant de pensée qui se développe aux États-Unis qui est finalement les économies d'énergie, on n'en a pas besoin parce qu'on a toute l'abondance qu'on veut en solaire et en vent et ça coûte presque plus rien. Et à terme, ils ont raison, mais il faut y arriver. Et avant qu'on y arrive, c'est comme le vaccin et les mesures barrières, si vous voulez. Avant qu'on ait le vaccin et qu'on puisse retrouver du normal, il faut garder les mesures barrières jusqu'à ce jour-là. C'est pareil pour les renouvelables. Avant qu'on ait des renouvelables partout qui ne coûtent rien, il faut faire des économies d'énergie parce que sinon, on ne s'occupe pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Il y a un parallèle qui est intéressant, que je viens d'improviser, mais que je trouve est assez amusant. Non, très pertinent.
C'est tout à fait, c'est d'autant plus pertinent que c'est effectivement ce que je dis dès l'introduction de mon bouquin. En réalité, moi, donc moi, je suis complètement fan. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas de ma vie d'avant, entre guillemets, moi, à la base, je suis spécialiste des régions polaires, Arctique et Antarctique, et je travaille donc du coup sur l'hydrogène en Arctique et Antarctique depuis 2012, mais c'était relativement balbutiant. Et puis, c'est devenu de plus en plus sérieux et important depuis fin 2017. Et en réalité, pourquoi l'hydrogène à la suite des pôles? C'est tout simplement, il y a deux volets. Il y a un volet évidemment solution. Quand on parle des pôles, on a tendance à ne faire que le constat alarmiste et à ne pas proposer de solution. Donc je voulais pouvoir amener des solutions s'il y en avait, et en tout cas les étudier. Et le deuxième point, c'est qu'au niveau des populations, notamment en Arctique, qui aujourd'hui, de fait, connaissent un développement du pétrole, du gaz, du charbon et des autres ressources minières, de fait, pour se réapproprier leur développement, il fallait voir s'il n'y avait pas d'autres solutions. Et pour dépolluer leur territoire aussi. Et c'est là que l'hydrogène est arrivé. Et aujourd'hui, ce que je vous propose comme vision des choses, là pour le coup je parle à titre purement personnel au-delà de la dimension étude, c'est que ce qui me paraît le plus pertinent, comme Cédric l'a très bien dit juste avant, c'est en fait de voir quelles sont les technologies ou les approches d'usage ou de production qui vont permettre de débloquer le plus rapidement ce potentiel de renouvelable. Et c'est là où typiquement, moi je m'inscris complètement en faux, par exemple avec des gens comme ici ou des gens comme Philippe Biwix ou autres. C'est-à-dire que pour moi, l'enjeu est une course contre la montre. D'un côté, vous avez le climat évidemment qui périclite et qui de fait va coûter de plus en plus cher en termes de réinvention de nos économies, de nos civilisations, etc., au fur et à mesure que la crise climatique s'aggrave. Et de l'autre côté, on a ce potentiel d'énergie renouvelable, on va dire abondant, dirons-nous, qui peut être devant nous, mais qu'il faut arriver à débloquer le plus vite possible. Donc, quelle est la technologie ou quels sont les usages qui permettent de débloquer le plus vite ces technologies renouvelables? Eh bien, je ne dis pas que c'est l'hydrogène. Par contre, ce que je dis, c'est que l'hydrogène est la brique technologique qui permet de dégager un argument anti-renouvelable massif et qui est un vrai frein au développement de la filière, qui est la question du lissage de l'intermittence. Alors, je ne suis pas d'accord. Okay. C'est intéressant. C'est un rôle quasi secondaire de l'hydrogène là-dedans, pour moi. Alors, comment dire, il y a une note de RTE, par exemple, qui dit qu'on n'a pas besoin de brûler de l'hydrogène dans des centrales d'équilibre avant 2035 et vraiment au plus tôt. En revanche, alors ce qui est vrai, c'est que dès qu'on met de l'hydrogène sur le réseau, dès qu'on met des électrolyseurs, comme ils sont flexibles, on peut développer plus de renouvelables pour les alimenter, mais les effacer aux heures de pointe, et donc on réduit le besoin de backup. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai tout de suite. Ce n'est que dans très longtemps, quand on sera à 90% de renouvelables variables, qu'on aura éventuellement besoin de brûler de l'hydrogène dans des centrales thermiques. Donc, cette fonction de stockage, c'est quasiment la dernière à arriver. Il y a des fonctions urgentes, si j'ose dire, de l'hydrogène. C'est d'abord là où l'hydrogène a un marché aujourd'hui. Et donc, il faut le remplacer, cet hydrogène gris, par de l'hydrogène vert, si on veut décarboner. Bon. Ensuite, c'est la sidérurgie. Et ensuite, Dominique, c'est dans les transports quand on ne peut pas électrifier. Donc, fondamentalement, les bateaux qui traversent l'océan et les avions qui traversent les océans et les continents. Fondamentalement, c'est ça, parce que ceux-là, on ne peut pas les électrifier autrement que par l'hydrogène. Voilà. Les autres, il y a peut-être des niches, il faut voir. Je demande à être convaincu, je ne le suis pas. Ça, c'est les vrais usages de l'hydrogène. Et il y a une autre fonction de l'hydrogène qui est géopolitique, effectivement, qui est que ça permet d'aller chercher plus de renouvelables dans des régions où elles sont extrêmement abondantes, donc pas chères, et surabondantes par rapport aux besoins locaux. La Namibie, c'est immense et il y a 2,5 millions d'habitants. Donc, même en leur souhaitant, si j'ose dire, toute la consommation énergétique, tout l'enrichissement possible, s'ils avaient le mode de vie et le développement de, je ne sais pas, des Émirats arabes unis, ils n'auraient pas besoin de toute l'énergie qu'ils peuvent produire avec le solaire et le vent, voilà, etc. Donc, aller chercher cette énergie et la ramener vers les zones de forte consommation, je trouve ça légitime. Et pour moi, ça n'est pas de la dépendance parce qu'il y aura beaucoup de producteurs, beaucoup d'acheteurs. Voilà. Simplement, ça se fera
c'est ce qu'il y a de vrai et de bon dans la position allemande ou la position Desertec, si vous voulez. C'est oui, ça fait sens d'aller chercher de l'énergie là où il y en a énormément, où elle peut servir à rien d'autre, où elle ne peut pas servir à décarboner un système. Enfin, pour l'instant, à très court terme, elle pourrait servir à décarboner le système sud-africain qui est encore plein de charbon. Hein. Mais après, il faut le faire après, on pourra importer cette énergie dans des zones de très forte consommation. Là, il y a un rôle géopolitique, je pense, effectivement, très utile à l'hydrogène, parce qu'on n'arrivera pas à le faire avec de l'électricité. On ne va pas mettre des lignes à... Enfin, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je ne pense pas qu'on va mettre des lignes à haute tension de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Europe. Alors qu'on peut avoir des bateaux qui transportent de préférence de l'ammoniac ou du méthanol ou des hydrocarbures de synthèse, sans doute pas de l'hydrogène en tant que tel, mais peu importe. Ben, jusque-là, moi, je suis absolument en accord avec vous, hein, sans réserve. Et de fait, sur la question, j'en profite pour répondre à la question de M. Guyard, du coup, qui dit il semble qu'il y a des trains régionaux qui commencent à rouler à l'hydrogène. Oui, on est complètement là-dedans. Les trains régionaux qui roulent à l'hydrogène, c'est du Alstom. C'est une technologie française conçue, produite à Tarbes, développée aujourd'hui, testée en Allemagne, en Autriche, en Italie et potentiellement aux Pays-Bas cette année, et de fait qui n'arrivera en France qu'en 2024. Hein, la SNCF ne s'est engagée à faire rouler, en tout cas tester ces trains hydrogène qu'en 2024. Bon, bref. L'idée ici, c'est justement de pouvoir électrifier ce qui est difficilement électrifiable, comme par exemple un certain nombre de lignes régionales que la SNCF considère comme étant peu rentables. De fait, effectivement, si vous devez remplacer des caténaires ou devoir moderniser des lignes régionales, ça peut coûter très cher. De fait, passer à l'hydrogène avec des trains autonomes, ça pourrait permettre de faciliter ces choses-là. De fait, on n'envisage pas aujourd'hui de TGV à l'hydrogène, hein, pour le coup. On est sur des trains régionaux uniquement. Et l'idée, c'est tout simplement de pouvoir aller partout où c'est possible et pouvoir aussi augmenter la régularité des fréquences, justement, donc en réduisant l'impact sur les retards qui sont dus, par exemple, aux ruptures de caténaires, parce qu'ils sont soit mal maintenus, soit parce qu'il y a une catastrophe environnementale, je ne sais pas moi, une tempête, ce que vous voulez, qui fait tomber, par exemple, un arbre sur le caténaire. Donc, typiquement, il y a une dimension là-dessus qui est évidente. Pour tout le reste, de fait, il y a des applications hydrogène sur à peu près tous les secteurs de ce type-là qu'on peut envisager. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors moi, j'ai une question à poser pour... il y a d'énormes gisements gaziers qui ont été découverts en Méditerranée, qui semblent un peu aller à rebours des stratégies hydrogènes dans la région. Est-ce qu'on pourrait un petit peu en parler? Est-ce que là, on a un peu l'impression que les lobbies sont assez puissants? Est-ce que vous pourriez nous donner une petite approche de cette région, Miko et Cédric éventuellement, évidemment? Je commence. Je vais commencer, mais il y a deux autres questions. Je voudrais dire deux mots. D'abord, le train hydrogène peut-être, mais on sait aussi faire des trains à batterie et on sait aussi faire de l'électrification frugale, comme on dit, c'est-à-dire on électrifie grâce à une batterie sur les trains que les parties droites et faciles à électrifier. Donc on divise par 3 le coût de l'électrification par rapport à... Je crois que la région sud est en train d'examiner ça entre Aix et Marseille. Et quand il y a beaucoup de tunnels et beaucoup de ponts, l'électrification coûte très cher. Mais si on a une batterie sur le... Voilà. Puis il y a aussi des trains à batterie qui font 100 km, 200 km sans problème. Donc l'économie est très très proche de celle de l'hydrogène. Hein. Il y a un papier par un chercheur norvégien. Et c'est vraiment... la batterie et l'hydrogène, c'est très très proche en termes de coût. Donc voilà, je tiens à le dire. Deuxièmement, je voulais répondre à l'autre question de M. Guyard sur les centrales nucléaires pour produire de l'hydrogène pour une montée en route plus rapide. Je pense que c'est ça qui va se passer en France, évidemment. En France, on va faire tourner les électrolyseurs quand on aura de l'électricité bas carbone, qu'elle soit renouvelable ou nucléaire, et il y aura un remplacement progressif du nucléaire par les renouvelables, mais on évitera de les faire tourner au moment de pointe où on importe de l'électricité avec charbon d'Allemagne, où on en fabrique nous-mêmes, etc. On va plutôt faire de l'hydrogène bas carbone. Et effectivement, on peut profiter, comme on ne sait pas, on est obligé de faire monter en charge les renouvelables et on ne sait pas combien de temps les centrales nucléaires françaises vont pouvoir être prolongées. Donc, il y a des moments où il y aura du surplus, sans doute, et c'est intelligent de transformer ce surplus en hydrogène qu'on va garder longtemps. Si on a des
cavernes salines. Vous savez que dans les cavernes salines, on ne pourra jamais extraire que la moitié de l'hydrogène qui y est. C'est-à-dire qu'il faut constituer ce qu'on appelle un coussin au début, qui ne sortira jamais. Et c'est que l'autre moitié qui va entrer et sortir. Ben, on pourrait constituer ce coussin dans ces réservoirs avec, dans cette période où on risque d'avoir du nucléaire et des renouvelables et où c'est très difficile d'ajuster précisément parce qu'il y a une grande part d'incertitude sur la prolongation des centrales nucléaires. Donc, ça me paraît une remarque tout à fait bonne. Alors, le gaz. Juste un mot pour le gaz. Pour moi, la meilleure façon de faire entrer le gaz dans la transition énergétique, c'est par ce que Mika a justement appelé l'hydrogène turquoise, c'est-à-dire la pyrolyse du gaz naturel. Les Allemands, il a dit que les Allemands allaient avoir beaucoup d'hydrogène bleu, mais ils ont peut-être de l'hydrogène turquoise parce qu'ils y travaillent chez BASF. J'y ai vu leur troisième pilote qui est un bâtiment de 4 étages et qui sert à faire de la pyrolyse du méthane, c'est-à-dire qu'on prend le méthane, on le casse en deux entre du carbone, qui est du carbone solide, qui n'est pas du CO2, et de l'hydrogène. Et pour ça, on utilise de l'électricité, mais on utilise beaucoup moins d'électricité que l'électricité dont on a besoin pour faire de l'électrolyse de l'eau. Alors, en termes total d'énergie, ce n'est pas miraculeux parce qu'on utilise du gaz qui pourrait être utilisé autrement comme une énergie et on utilise au moins autant ou un peu plus que dans le vaporéformage du gaz et de l'électricité. Mais on n'a pas de formation de CO2. Donc, c'est beaucoup plus propre même que l'hydrogène bleu. D'ailleurs, turquoise, c'est quoi? C'est entre bleu et vert. Hein. Donc, c'est bleu pour l'origine de l'hydrogène et c'est vert parce que c'est assez écologique finalement. Il y a un brevet français qui est en train d'être développé aux États-Unis. Le mine ParisTech a développé un autre procédé que celui de BASF par un four à plasma et il y a 2 usines qui sont en construction aux États-Unis, au Nebraska, l'une qui va faire de l'hydrogène pour une ancienne centrale à charbon qui va être convertie à l'hydrogène et l'autre qui va fabriquer de l'ammoniac, parce que c'est dans le Middle West et il y a énormément de consommation d'ammoniac dans les champs. Voilà. Donc, c'est pour l'Allemagne, peut-être qu'ils vont continuer à importer du gaz de Russie et le transformer en Allemagne en hydrogène turquoise. Alors, voilà, je veux pas parler des réserves d'hydrogène, de gaz naturel en Méditerranée. C'est effectivement un sujet diplomatique complexe. Mais il y aura du gaz dans la transition énergétique, mais pour moi, si vous voulez, dans tous les scénarios de l'AIE, par exemple, les scénarios compatibles avec la stabilisation du climat, le gaz augmente encore en consommation pendant quelques années, parce quand on fait l'électricité avec le gaz, on a 2 fois moins de CO2 qu'avec le charbon, mais il commence à régresser pratiquement dès 2025. Et il doit régresser fortement à terme. Même s'il est préférable au charbon, il est trop carboné et il régresse. Le bon usage, c'est d'en faire de l'hydrogène turquoise par la pyrolyse. Mika? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans le secteur de l'hydrogène, vous avez évidemment des énergéticiens classiques qui ont pénétré le secteur depuis maintenant une petite dizaine d'années. Ces énergéticiens classiques, ce sont les charbonniers et les gaziers. Les charbonniers et les gaziers sont en train de dire, voilà, pour faire de l'hydrogène, pour pouvoir continuer à survivre, et pour pouvoir continuer à exploiter les ressources dont on dispose, on a très bien conscience que le charbon et même le gaz naturel a une acceptabilité sociale et politique qui va aller décroissante naturellement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de passer à l'hydrogène. Certains disent que c'est du greenwashing pur. Si vous faites de l'hydrogène bleu, à mon sens, c'est effectivement une forme de greenwashing, dans le sens où, de fait, si vous produisez de l'hydrogène avec du vaporeformage, comme j'ai dit tout à l'heure, de fait, vous allez quand même avoir une forme une certaine pollution, une certaine émission de CO2 qui n'est pas souhaitable. Donc, à partir de là, c'est une première brique technologique, dirons-nous. C'est une brique technologique qui est maîtrisée, par exemple, en France, hein, sans difficulté avec Air Liquide, qui a fait le premier séquestrateur de carbone d'envergure à 95% de séquestration en 2015. Mais fondamentalement, c'est qu'une demi-solution.
Là où il y a un vrai bon usage, c'est effectivement, à mon sens, donc cet hydrogène qu'on appelle turquoise, qui est développé par une start-up marocaine en Guadeloupe, par exemple, qui est développé en Islande, qui est envisagé en Russie, évidemment aux États-Unis, on l'a évoqué, ou encore en Australie. Et là-dessus, fondamentalement, là, vous avez eu peut-être une solution qui, effectivement, ne serait pas vraiment du greenwashing. Je pense aux Polonais, par exemple. Les Polonais sont en train de se demander qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en train de devenir, est-ce qu'on cherche à devenir uniquement une nation d'éolien offshore ou est-ce qu'on continue à utiliser le charbon? Non, la réponse elle est simple, on va continuer à utiliser notre charbon. Bon, comment faire pour utiliser notre charbon? Eh bien, il faut décarboner ce charbon. Comment faire pour décarboner le charbon? Il y a deux solutions majeures. Soit donc, vous faites de la séquestration de carbone et ce carbone, vous le réinjectez dans le sol, vous faites du CCS ou du CCU, mais c'est pas top, dirons-nous. Ça, je sais que Cédric est contre et là-dessus. Avec le charbon, on est si on séquestre à 90%, les 10% de charbon, les 10% de CO2 qui restent, c'est trop, quoi, voilà. Ah oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Ça passe avec le gaz à la rigueur, et ça passe pas avec le charbon. Ah, je suis entièrement d'accord. Donc ça, c'est ce que font par exemple les Australiens dans le cadre du projet avec le Japon que j'évoquais tout à l'heure, dans la province du Victoria. Le projet, c'est vous prenez le charbon classique qui est déjà extrait, vous le gazéifiez, vous avez votre hydrogène d'un côté, vous séquestrez le carbone de l'autre. L'hydrogène, vous le liquéfiez, vous le mettez sur un bateau, vous l'envoyez au Japon. Ça, ils ont fait les premiers tests il y a un peu moins d'un an et ça marche. Bon, tant mieux pour eux. Petit navire, certes, mais voilà, on verra. Non, attends, ce navire n'a pas navigué avec de l'hydrogène pour l'instant. Il n'a pas transporté l'hydrogène, il n'était pas équipé des cuves d'hydrogène. C'était une coque. Ils ont inauguré une coque il y a un an. Oui, bien sûr. Mais par contre, l'ammoniac, ça pour le coup, ils l'ont bien transporté. Mais fondamentalement, le projet, le sens, c'était j'étais juste en train de dire que le projet avançait. Et de fait, cette brique technologique, on n'y est pas encore, mais ils sont dessus. Et donc ça, c'est pour la partie hydrogène. Et pour la partie charbon, l'idée, c'est de la séquestrer dans un réservoir, effectivement, qui serait sous la mer, à quelques kilomètres à peine de la côte. Donc là, on est dans du CCS classique, donc c'est-à-dire la séquestration et stockage de carbone. Par contre, sur de l'hydrogène turquoise, de fait, ce que vous avez comme résidu derrière, c'est un carbone solide dont vous pouvez faire de la roche, dont vous pouvez faire plein d'autres choses qui, de fait, n'enverraient pas ce carbone dans l'atmosphère. Donc là, pour le coup, c'est effectivement le grand nouveau truc des gaziers, des pétroliers et des charbonniers. Faisons de l'hydrogène turquoise à fond, parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer à exploiter ces ressources fossiles qu'on avait déjà et pour lesquelles on a des contrats d'exploitation de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc du coup, qu'il va falloir continuer à exploiter quand même. Très bien. Yannick, est-ce que tu peux retirer les silencieux de tous les participants afin de leur permettre de poser des questions? Si Yannick m'entend. Oui. Oui, je viens de demander à chacun de réactiver leur micro. Super. Alors, qui souhaiterait poser une question? Estelle, on n'entend pas Estelle. On a parlé un peu de Russie à l'instant avec Miko. Elle a peut-être une question à ce sujet. Estelle? Je ne sais pas si Estelle est avec nous. Ok, non plus. Dominique, tu aurais un complément d'information à demander sur les Outre-mer? Moi, je voudrais simplement demander à Cédric comment demain on résout ce problème des transports. C'est-à-dire que effectivement, je comprends totalement ce qui est dit concernant l'usage de l'hydrogène pour pour permettre d'avoir un accès plus important à l'électricité. Donc, j'envisage effectivement dans son système l'utilisation davantage de l'électricité pour le parc automobile. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le cadre de tout ce qui est produit au niveau des dom-tom en termes de mise à jour, on est très très loin et le transport n'est jamais pris en compte. Et il va falloir qu'à un moment donné,
on puisse augmenter la production électrique à ce moment-là d'une manière considérable. Et comment? On est dans une situation où on n'a pas de foncier considérable pour le solaire. On n'a pas non plus la possibilité de mettre en place de l'éolien puisqu'on a des très grands fonds. Bon, on a effectivement de la géothermie qu'il va falloir relancer, mais qui pour l'instant n'est pas compétitive sur le plan économique. Et quant au plan biomasse guyanais, il n'est pas assez abouti. Donc là, on a un problème par rapport au PPE qui n'intègre pas du tout la dimension transport et je ne vois pas du tout comment on peut le régler. Voilà, c'est tout. Alors, merci Dominique. Effectivement, moi je pense qu'on le réglera quand on réglera la question de l'électricité et dans la foulée, parce que vu les distances à parcourir, il n'y a juste aucune raison de penser que les systèmes à batterie ne vont pas faire l'affaire et ils seront disponibles à bien meilleur marché que les systèmes à hydrogène. Alors, la question de l'électricité, il y a quand même des choses qui progressent, c'est-à-dire l'éolien, enfin, pour celles qui ont du vent, mais des fonds trop élevés, l'éolien flottant va quand même arriver. La seule éolienne… Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je n'ai pas dit tout de suite, je n'ai pas dit demain matin, mais c'est en train de se développer. La seule éolienne qu'on a, offshore qu'on a en France, elle est flottante pour l'instant. Ce n'est pas un horizon extrêmement lointain, l'éolien flottant. On pourrait aussi d'ailleurs parler de l'éolien airborne, mais là, il y a des problèmes de tenue, c'est peut-être un développement très intéressant. Mais bon, pour l'instant, c'est l'éolien flottant, ça va arriver. Deuxièmement, pour le photovoltaïque, il y a quand même toutes les solutions dites agrivoltaïques que Akuo et d'autres ont développées, en particulier dans certains dom-toms. Je pense que tu les connais aussi bien. La Réunion, oui. Donc, ils ont, dans un certain nombre de cas, réussi à avoir une bonne synergie entre la production d'électricité et la production agricole. Ça marche plus ou moins, ça ne marche pas forcément dans tous les cas. Et au nom de l'agrivoltaïque, on fait aussi parfois des choses abusives. On construit des soi-disant hangars agricoles juste pour mettre le photovoltaïque dessus. Mais c'est quand même une réalité qu'on peut cultiver et faire de l'énergie en même temps, au même endroit, et parfois profiter de l'ombrage apporté par le photovoltaïque pour protéger certaines cultures d'un excès d'ensoleillement et de chaleur. Donc voilà, il y a ces solutions-là. Après, si on doit avoir des centrales thermiques, de toute façon, il en faudra probablement, et peut-être qu'on stockera de l'hydrogène localement, comme veut le faire HDF en Guyane. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne solution. Peut-être qu'on apportera à des centrales thermiques, même existantes aujourd'hui, un combustible renouvelable qui sera, à mon avis, ou un Fischer-Tropsch ou un ammoniac, qui sera facile à transporter, facile à stocker et facile à combuster dans ces centrales. Si on doit le faire demain matin, on le fait avec un Fischer-Tropsch probablement. Sinon, on pourra le faire assez vite avec de l'ammoniac. Et on n'arrivera pas forcément à une autonomie énergétique absolue de tous ces départements et territoires d'outre-mer, je ne sais pas. Mais on peut le décarboner. Nous avons une autre intervention de Christian Guyard qui nous cite André Giraud, ancien ministre. Le pétrole, matière première à fort contenu diplomatique et militaire avec une valeur fiscale indéniable et accessoirement un pouvoir calorifique. Ne pensez-vous pas que cela explique la lenteur du développement de l'hydrogène? Alors, je ne dirais pas que c'est ça qui l'explique. En revanche, par contre, là où la citation elle est très pertinente, c'est qu'effectivement, ce qui va manquer aujourd'hui à l'hydrogène pour pouvoir devenir, au niveau européen en tout cas, une vraie alternative dans les années 2030, et là pour le coup la Commission travaille dessus depuis longtemps, depuis 2014 pour être précis, c'est la question des certificats d'origine, c'est la question du trading d'hydrogène et c'est la question d'une éventuelle place financière ou plateforme financière d'échange de l'hydrogène. Et ça, pour le coup, ce sont des prérequis au développement massif du secteur, surtout dans une logique internationale. Je vous prends un exemple concret. Admettons, je veux acheter, moi, de l'hydrogène vert pour ma voiture. Admettons. Et du coup, je veux travailler absolument avec des gens qui me fournissent un hydrogène vert. Bon. Je vais voir Air Liquide, admettons, c'est un exemple complètement au hasard. Je vais voir Air Liquide et puis Air Liquide me dit oui, voilà, je vous garantis 50% d'hydrogène vert dans la molécule que je vous mets chez vous, dans votre voiture.
Je dis d'accord, mais moi, ça ne me va pas. Moi, je veux du 100%. Et puis, les 50%, comment vous me les garantissez exactement? Donc là-dessus, si on rentre dans ce débat, et on rentrera forcément nécessairement dans ce débat, c'est exactement la même chose que pour les garanties d'origine d'électricité renouvelable. Vous devez avoir toute une réglementation qui vient en amont. Et là, pour le coup, c'est encore une fois le politique et le législateur qui doit prendre ça en charge. En France, aujourd'hui, à ce stade, c'est un point blanc, pardon, c'est un point aveugle de la stratégie nationale. Pour le coup, il y a un certain nombre d'éléments rapidement mentionnés sur ce sujet-là, mais c'est très, très, très rapide. Or, de fait, tant qu'il n'y a pas ce genre de réglementation, vous ne pouvez pas le développer. Et donc, tant qu'il n'y a pas, vous m'avez compris, au-delà de la réglementation, de charge fiscale particulière qui est donnée éventuellement à l'hydrogène pour remplacer évidemment un certain nombre de rentrées fiscales permises aujourd'hui par notamment la taxe sur les carburants, de fait, il y a une limitation, une brique législative et réglementaire qui manque pour permettre le développement de ce marché. Donc la Commission travaille dessus et la Commission à l'échelle européenne a identifié ce point-là comme l'un des points les plus importants pour la stratégie 2020-2030. Mais pour le coup, en France, on n'y est pas encore sur ce point. Merci. Merci. Cédric, vous voudriez vous exprimer sur cette question? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Très bien. Ceux qui sont les plus en avance là-dessus, hein, vous le verrez, c'est les Pays-Bas. Pour le coup, les Pays-Bas, et puis l'Allemagne aussi, mais plutôt les Pays-Bas encore que l'Allemagne. À partir du moment où les Pays-Bas se veulent être véritablement une plateforme d'échange entre tout ce qui viendra comme hydrogène de l'étranger, quelle que soit leur forme, hein, LH2, LOHC, ammoniac, on s'en fiche, et le marché intérieur, l'Interland, en l'occurrence l'Allemagne, pour les Pays-Bas, avoir une place financière d'échange de l'hydrogène similaire par exemple au Brent ou au WTI pour le pétrole, c'est absolument indispensable. Et donc du coup, avoir toutes les dimensions, garanties, réglementation, définition exacte de quel est le tel type d'hydrogène ou tel type d'hydrogène, c'est indispensable pour eux. Donc c'est la raison pour laquelle autour du port de Rotterdam, autour de Gazuni et d'autres acteurs évidemment très importants aux Pays-Bas, il y a toute une réflexion qui est menée depuis maintenant 1 an sur le sujet et des recommandations qui sont portées au niveau de la Commission par ces acteurs-là. Et puis au niveau évidemment européen plus large, que ce soit le lobby du gaz, que ce soit le lobby du solaire ou autre, ces dimensions-là sont aussi travaillées pour pouvoir tout simplement alimenter le débat au niveau de la Commission et du Parlement européen. Il nous reste quelques minutes. J'ai envie de demander aux orateurs, selon vous, quel est le projet sur toute la planète qui vous semble le plus pharaonique, le plus énorme actuellement qui soit mis en œuvre, le plus gros chantier dans l'hydrogène vert? Dans l'hydrogène, alors, l'hydrogène vert surtout. Dans l'hydrogène vert, vous avez un projet à 10 gigawatts, non, pardon, à 26 gigawatts d'électrolyseurs alimentés par du solaire et de l'éolien en Australie occidentale. C'est le projet du New Asian Energy Hub, porté par divers groupes, dont CWP, qui est un groupe dans les renouvelables. Une bonne partie, alors 3 gigawatts seront destinés à la consommation locale, aux mines essentiellement, et les 23 autres gigawatts seront transformés en hydrogène et très probablement en ammoniac pour l'exportation vers le Japon. D'ailleurs, un projet hydrogène sur 2 aujourd'hui dans le monde est destiné à l'exportation sous forme d'ammoniac, hein, à peu près. Un projet d'hydrogène, de production d'hydrogène vert, voilà. Alors, en Australie occidentale aussi, il y a un projet encore plus gros, mais en fait, c'est un projet, comment dire, c'est un projet qui n'est pas localisé forcément là. C'est le projet du Fortescue Metal Group de construire dans les... Alors non, ils n'ont pas donné de date exactement, mais c'est ce qu'ils ont appelé une première phase, 235 gigawatts d'électrolyseurs alimentés par des renouvelables dans une 40aine de pays. Et leur patron a commencé, a déjà visité la moitié de ces 40 pays pour proposer d'investir dans ces pays pour produire de l'hydrogène afin d'exporter notamment de l'ammoniac. Voilà, mais les autres groupes le font aussi et ils
ils vont dans les pays qui ont des grandes ressources, peu de moyens financiers, peu de moyens scientifiques, et ils proposent des joint ventures pour créer une industrie d'hydrogène avec des exportations au début sous forme d'ammoniac, sauf quand c'est, comme le cas du projet dans les Émirats, ou en Arabie, pardon, il y a un projet où ils veulent faire plutôt des hydrocarbures de synthèse, je crois. Donc, vous avez ces deux types de projets. Vous avez aussi un très gros projet par une entreprise brésilienne, mais c'est au Paraguay. C'est pour utiliser l'électricité du barrage d'Itaipú et la biomasse locale pour combiner du carbone d'origine biologique avec de l'hydrogène d'origine renouvelable, en l'occurrence. C'est un projet, mais je crois qu'on est en dessous du mégawatt quand même. Hein, mais enfin, c'est un projet voilà, de faire des bio-électrofuels pour le marché brésilien, vraisemblablement. Voilà, je crois que c'est les projets les plus importants. Après, il y a des projets à 1 ou 2 gigawatts, ici ou là, qui commencent à émerger. Très bien, merci. Alors, du coup, pour moi, effectivement, sur l'hydrogène vert, et après, j'en profiterai pour répondre à la question d'Estelle que j'ai vue dans le chat. Sur l'hydrogène vert, de fait, le projet le plus intéressant à ce stade, c'est évidemment celui que Cédric a mentionné sur l'Australie occidentale. Et ce qui est très intéressant dans ce Asian New Energy Hub, c'est qu'au départ, en fait, ce n'est pas un projet qui est lié à l'hydrogène. En fait, c'est un projet qui, au départ, est lié à l'exportation d'énergie renouvelable, point barre. Au départ, c'était un projet qui se voulait être un câble sous-marin qui partait donc de la côte nord-ouest de l'Australie, donc dans la province de l'Australie occidentale. Et ce câble sous-marin devait aller en Indonésie, remonter gentiment sur les différentes îles jusqu'à Singapour, puis potentiellement la Malaisie. Au départ, le projet il était celui-là. Et de fait, de la même manière que ce qu'on a vu par rapport au grand projet GEI porté par les Chinois, donc le grand projet d'infrastructure, de grille électrique mondiale, absolument. Porté par les Chinois à l'échelle mondiale, l'idée de faire une grille électrique mondiale. Là-dessus, c'est pareil. On voit que ceux qui avaient pour intérêt ou pour objectif de faire des câbles sous-marins un petit peu dans tous les sens sont en train de plutôt passer à l'hydrogène, notamment donc à l'ammoniac. Donc ça, là-dessus, c'est un projet qui est, à mon sens, complètement emblématique. Mais après, l'autre projet d'un point de vue politique, qui, à mon sens, peut être très emblématique aussi en termes d'hydrogène vert, c'est le projet NEOM en Arabie Saoudite, où là, l'idée, d'un point de vue politique, si vous ne l'avez pas encore vu passer, c'est de créer un État dans l'État, dirons-nous, c'est-à-dire une zone de 25 000 km² au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, où, de fait, en gros, l'idée, c'est de recréer un nouveau pays qui pourrait être complètement vert, avec des technologies uniquement basées sur les renouvelables et l'hydrogène, etc., etc. Et ça, d'un point de vue politique, c'est le grand projet qui est porté par Mohammed bin Salman. Donc, bref, le nouvel homme fort, dirons-nous, de l'Arabie Saoudite, pour faire simple et rapide. Et de fait, ça se veut être un projet politiquement à l'international, qui se veut être un projet de renaissance, de changement d'image de l'Arabie Saoudite, pour essayer d'attirer des talents du monde entier, pour avoir une législation aussi qui soit un peu plus favorable aux femmes, pour attirer des talents étrangers aussi, il faut ça. Donc bref, d'un point de vue politique, c'est assez intéressant. Vous pouvez regarder aussi au Texas les projets qui sont portés, qui ont été lancés sous l'administration Trump et qui vont a priori continuer, parce qu'il n'y a pas de raison que Biden soit contre cela. Le projet H2 at Scale du gouvernement fédéral américain, qui s'exprime en grande majorité sur le Texas, qui, de fait, là aussi, devrait utiliser à la fois de la production, mobiliser de la production d'hydrogène vert à partir donc d'éolien, mais principalement de solaire, et utiliser pour du stockage un certain nombre de cavités et d'anciens gisements de pétrole qui auraient été reconvertis. Mais là, on parle un peu plus au conditionnel. Bref, ce projet-là, d'un point de vue politique, peut aussi avoir un vrai retentissement, notamment s'il est donc mis en exergue par l'administration Biden. Et puis, si je sors de l'hydrogène vert, et donc j'arrête là en répondant à la question d'Estelle, si je sors de l'hydrogène vert et que je rentre aussi dans le domaine de l'hydrogène bleu, de fait, je vais m'intéresser à la Russie, puisque en Russie, vous avez aujourd'hui un projet d'hydrogène vert
qui est un projet d'hydroélectricité dans la partie orientale, extrême orientale de la Russie, dans la région de Magadan. Vous avez 2 projets d'hydrogène rose, donc d'hydrogène nucléaire, un en Arctique dans la péninsule de Kola et un au sud de Saint-Pétersbourg, mais qui ne devrait pas être particulièrement important là, dans les prochaines années. Là, on est encore sur du test et de la démonstration. Par contre, les projets qui peuvent être intéressants et être à très grande échelle et assez rapidement, c'est-à-dire sous moins de 10 ans, c'est de fait des projets d'hydrogène bleu ou peut-être turquoise, hein, Cédric, mais pour l'instant, je n'ai pas vu ni Novatec ni... mais Gazprom est dessus. Non, Gazprom est dessus. Pour les projets Yamal, pour les projets au niveau de Yamal, je n'ai pas encore vu, et j'étais en Russie, on peut en discuter notamment l'année dernière sur le sujet. Je ne les vois pas du tout pour l'instant développer un projet d'envergure pour l'hydrogène turquoise. Pour l'instant, ils sont encore sur de la démonstration. Oui. Ils sont plutôt sur l'hydrogène bleu à commencer parce qu'ils ont une technologie qui est efficiente de plus de 40%, plus de 45% de vaporeformage par rapport à leurs concurrents, en tout cas selon eux. Donc, du coup, pour l'instant, Gazprom et Novatec envisagent plutôt donc, de faire de ce gaz naturel de l'Arctique de l'hydrogène bleu plutôt que de l'hydrogène turquoise, mais je pense qu'ils arriveront au turquoise assez rapidement aussi. Ils veulent faire de l'ithane, un mélange de méthane et d'hydrogène. Ils veulent faire un mélange de méthane et d'hydrogène. Oui. Gazprom? Ils appellent ça l'ithane, oui, H-Y-T-H-A-N-E. Ah oui, ok, pardon. Oui, désolé, je dis Haytan, mais bon. Mais à mon avis, c'est bon. Je ne pense l'ai que pas percuté tout de suite, pardon. c'est une voie sans issue, si tu veux. Pour moi, ça aurait fait quelque chose il y a 20 ans, mais ils arrivaient un peu tard. On n'en est plus là. Oui, tout à fait. On n'est plus à diviser les émissions par 2, on cherche à les supprimer. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, quand on voit ce qu'ils sont en train de porter comme projet chez Novatec, donc du côté privé, pour le coup, là, on est en plein dans le débat sur la question de l'Arctique, puisque tout simplement, Novatec dépend des développements de projets en Arctique pour son développement à long terme. Et de fait, eux, ils ont une double pression qui est d'une part la pression, évidemment, changement climatique et évidemment décarbonation, mais aussi la pression utilisation de l'Arctique et de ses ressources. Et donc, de fait, chez Novatec, la grande question, c'est est-ce qu'on fait de l'hydrogène vert et on développe une dimension hydrogéniée, mais à partir donc de renouvelables, voire même de géothermie potentiellement, mais c'est une technologie qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui, bien sûr. Donc, il faudrait qu'ils fassent de la croissance organique, de la croissance externe pour faire ça, mais surtout donc de faire de l'hydrogène bleu, puisque l'hydrogène bleu aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être relativement accessible à peu de frais. Donc, et ils ont aussi évidemment une avance sur les technologies et les capacités d'exportation de matières énergétiques à partir de brise-glace. Donc, à partir de là, chez Novatec, il y a encore plus de développement potentiel sur l'Arctique et le gaz russe donc, que chez Gazprom. Pour répondre à la question d'Estelle, mais s'il y en a d'autres, je n'en ai pas vu d'autres. Alors, il est vrai aussi que le webinaire touche à sa fin et que nous avons encore évidemment beaucoup de questions à vous poser. Je propose aux participants de leur faire parvenir vos mails, messieurs, si vous en êtes d'accord, pour compléter, éventuellement organiser des interviews. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très, très riche, très dense. Il y a encore certainement beaucoup de choses. Ça demanderait un deuxième volet pour compléter. Et vraiment, il y a encore largement de quoi dire, notamment sur l'aspect environnemental, quels sont les vrais enjeux et l'hydrogène pourra-t-elle véritablement inverser le cours des choses en matière de crise climatique. Je tiens beaucoup à vous remercier, Cédric Philibert, Meko Mered, ainsi que tous les participants. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire à JE.